Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 182 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des audiences TV et du nouveau contrat TV de la NBA. Bon, alors, comment allez-vous? Comment allez-vous depuis le temps? Ça fait une éternité qu'on ne s'était pas vu, qu'on ne s'était pas entendu ou parlé, qu'on ne s'était pas retrouvé, pardon. Si on se base sur les standards de l'été du Basket Lab, puisqu'on était cette intersaison sur un podcast tous les 2 jours, quasiment. Un podcast tous les 2 jours depuis le mois d'août. Donc c'était pas mal, c'était assez fatigant, mais il fallait bien tout faire rentrer. Là, ça y est, on a fini le top 100, on a fini tout à peu près. Et donc, on revient sur notre rythme un peu classique, un peu habituel de 2 épisodes par semaine. Tous les lundis, notre hebdomadaire actu et tactique. Plus, donc, 2e podcast par semaine, un peu autre, soit de l'actu, soit de l'historique, soit du décryptage, comme aujourd'hui, un peu en parallèle, de pas vraiment du sportif, soit des duels de joueurs mystères, qui doivent revenir depuis un moment, soit des épisodes un peu plus théoriques. Voilà. A priori, le rythme un peu effréné d'un podcast tous les 2 jours, comme on a fait depuis le mois d'août, bon, c'est terminé. Je vais arrêter de spammer vos timelines et vos fils de podcast. On revient sur du 2 par semaine, ou parfois 3, on s'interdit rien, évidemment. Mais voilà, on revient sur un rythme normal du Basket Lab, 2 par semaine. Et donc, aujourd'hui, ça y est. C'est l'épisode tant attendu et tant vendu par Antoine lui-même, tant teasé par Antoine et par moi-même parfois sur le Discord. L'épisode sur les audiences en NBA. Alors, vous allez me dire, pourquoi parler des audiences ? Surtout des audiences américaines. Nous, qu'est-ce qu'on en a à faire un peu au niveau de la France en tant que fan français de NBA ? Savoir combien de téléspectateurs a fait ESPN ou a fait TNT, on s'en fiche un peu. Mais en fait, vous allez voir que c'est une problématique qui est assez déjà intéressante en soi, mais surtout qui peut avoir des répercussions assez grandes sur le développement de la NBA, puisque non seulement on va parler des audiences, mais surtout, le thème principal, c'est aussi, par extension, le nouveau contrat TV de NBA. Puisque d'un côté, on a un constat que les audiences, paradoxalement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs, ne vont pas si bien que ça, mais pourtant, de l'autre côté, le paradoxe, c'est que, malgré ces audiences assez moyennes, il semblerait qu'on se dirige vers un contrat TV, un nouveau contrat TV qui pourrait prendre effet d'ici 2 ans, assez énormissime. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça, un peu l'historique, un peu les audiences, un peu le nouveau contrat TV, et finalement tous ces enjeux financiers qui vont aussi déterminer ce que la NBA est, ce que les équipes vont faire en termes de budget salarial, dans quelle direction on va, etc., etc. Donc on n'est pas complètement sur de l'actu, on n'est pas complètement sur du sportif, mais on est tout de même sur un enjeu assez capital pour la NBA. Et d'ailleurs, je dis on depuis tout à l'heure, mais vous l'avez sans doute deviné, ce n'est pas moi l'expert du tout sur cette question. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir donc Antoine Tartrou, que vous connaissez évidemment. C'est lui l'expert, clairement, de ces sujets. Moi, je ne suis là que pour poser les questions et pour placer une vanne de temps en temps. Et puis, d'ailleurs, avant de vous laisser avec le Antoine et le moi-même du passé d'ailleurs, puisqu'on l'a enregistré cet été. Il y a un petit décalage entre l'enregistrement et la publication. Mais pardon. Ce que je voulais dire d'important, c'est que c'est un peu le 3e volet d'une trilogie sur cet aspect un peu business, économique et financier de NBA, puisque avec Antoine, déjà, nous avions fait un premier numéro un peu en mode décryptage de l'actu financière de NBA. C'était l'an dernier à la même époque, donc automne 2022. Si ça vous intéresse, épisode du Basket Lab numéro 82. C'est encore d'actualité, évidemment. Décryptage de l'actu financière, le nouveau CBA qui allait arriver, pourquoi les Warriors gagnent-ils autant plus que les autres, la question des petits marchés, etc. etc. Donc ça, c'était le premier volet, épisode 82 du Basket Lab. Le deuxième, on a parlé du nouveau CBA, donc le nouveau contrat entre les joueurs et les propriétaires qui a été signé en avril dernier. Et donc là, c'est l'épisode du Basket Lab numéro 112. Numéro 112 du Basket Lab, si ça vous intéresse pour entendre parler de ce nouveau CBA et de toutes les règles aussi qui ont été décidées durant ce nouveau CBA qui va être appliqué d'ici bientôt. Et donc aujourd'hui, 3e et dernier numéro de cette trilogie actu financière,
Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau contrat TV. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler des audiences en NBA et du nouveau contrat TV de NBA. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode un peu hors série. Vous allez voir, on n'est pas complètement dans la saga d'intersaison, mais on est un peu sur un sujet parallèle. Et pour ça, donc, on reçoit Antoine Tartrou. Comment ça va, Antoine ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Je suis bientôt réellement vraiment en vacances, mais encore une petite semaine et ça sera bon. Mais du coup, oui, ça va. Et même si je goûte aussi, j'ai l'impression que tout le monde crève de chaleur en France et nous en Bretagne, ça va. C'est tranquille, il pleut depuis une semaine tout le temps, il fait 20 degrés dehors. On n'a pas trop chaud, quoi. Et toi, je pense que toi, tu dois morfler, hein. Oui, un peu plus, oui. Un peu plus. Mais tu sais que en Bretagne, tout le monde se bat depuis des années, pour des décennies, des millénaires pour aller contre ce stéréotype, et toi, tu le renforces. Sur le coup, sur le côté, il fait que pleuvoir en Bretagne. Non, c'est juste que tu joues ta météo au poker, ou alors on dit souvent que t'as tous les temps dans la même journée. C'est une autre façon de le dire, quoi. Alors Antoine Tartrou sur Twitter, Antoine de Basket Info, de l'Écho des Parquets, de Basket Evolution d'ailleurs, le forum. Je dis ça non pas pour te chambrer sur le fait que le site n'existe plus, mais c'est qu'à l'époque déjà, sous le pseudo de Free, tu officiais et tu t'intéressais déjà à des sujets un peu parallèles, on va dire, tout ce qui est CBA, etc. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, hein. Tu m'arrêtes si je me suis trompé sur ton pseudo, mais je crois que c'était ça, hein. C'était Free à l'époque. C'était ça, et tu sais quoi, je sais pas, c'est marrant que t'en parles là, mais avec le contrat là de Jaylen Brown, ouais. Je me suis dit, tiens, il y a un trade kicker. Je me suis déjà intéressé au sujet, mais bref, j'arrive plus à me souvenir. Je sais qu'il y a des détails dedans qui m'intéressent pour savoir, parce qu'il y a des fois, il y a des trade kickers et en fait, c'est du vent, ça vaut que dalle, quoi. Il y a des fois où, non, ça peut être quand même sacrément chiant. Et bref, je lui ai dit, tiens, j'avais la flemme de rechercher dans le CBA FAQ de Larry Cohn. J'ai tapé la recherche sur Google, je suis tombé sur un article en français, je me suis dit, c'est fou, hein, un article sur un trade kicker en français. Et c'était moi qui avais écrit en 2014, 2015 là-dessus. J'ai commencé à lire, mais il y avait plus les images où j'avais fait des schémas. De nouveau, j'ai rien compris, j'ai refermé, j'ai fait ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et voilà, et c'était effectivement sous mon pseudo à l'époque. Ah oui, effectivement. Mais d'ailleurs, t'as officié sous le pseudo de Free, pardon, même sur Basket Info, je crois, à l'époque. Au début, ouais. Au début, ouais. C'est ça. Bref. Feu Basket Info, feu Basket Evolution, feu partout en France avec la canicule. Bref, on est sur donc la trilogie Tartrou, hein, si vous nous rejoignez. On n'est pas sur la saga d'intersaison, mais pourquoi est-ce que je dis la trilogie Antoine Tartrou ? Parce qu'on a fait un premier épisode un peu, bon, c'est pas du tout une trilogie officielle, hein, je vous rassure, mais on a fait un premier épisode en octobre dernier sur un peu l'état des finances NBA, si ça vous intéresse. Le podcast est toujours d'actualité. On en a fait un il y a pas longtemps, en avril 2023, du coup, sur le nouveau CBA. Et du coup, tu nous as un peu teasé dans ce podcast nouveau CBA. Tu nous as dit, on le fera cet été si tu me laisses le faire. Et comme la dernière fois, tu as été gentil avec Sengun et Jordan Poole, je te laisse le faire. J'ai surtout rien dit. Je sais pas si aujourd'hui ça veut dire être gentil que de ne rien dire, mais à ce moment-là, oui, effectivement, je suis gentil. Oui. Je crois que c'était le maximum gentil que tu pouvais être, mais du coup, oui, aujourd'hui, trêve de plaisanterie. C'est un autre sujet assez important dans cette trilogie, un peu de tout ce qui est finance, un peu sujet à côté, mais finalement pas si négligeable que ça. Aujourd'hui, on va parler des audiences et des droits TV. Alors, pourquoi est-ce que tu voulais en parler ? Parce que c'est un sujet qui me semble être important, ou aussi il faut savoir ne pas exagérer son importance. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est souvent évoqué un peu régulièrement comme un marronnier, surtout quand des équipes, on va dire, de petits marchés semblent aller haut au moment des playoffs, où là, il faudrait s'inquiéter pour les audiences, etc., quoi.
Et du coup, c'est quelque chose qui est toujours évoqué, mais souvent à la légère, jamais sans trop rentrer dans les détails. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que au-delà de savoir juste si le produit, désolé d'appeler ça comme ça, si le divertissement qu'on regarde est quelque chose qui est partagé, qui fonctionne ou pas, bah, c'est aussi que derrière il y a tout un contexte économique qui dépend de ça et que bah, forcément un peu de la même manière que la billetterie, c'est intéressant justement si on parle un peu finance, bah, de savoir comment fonctionne ou du moins comment on peut expliquer ces arcanes un petit peu de comment la NBA brasse son argent et est-ce que elle va continuer toujours de brasser de plus en plus d'argent ou moins. Il y a des dynamiques qui sont présentes et qui, dans le cas des audiences en plus, sont assez intéressantes. Et pour ça, qui mérite, on va dire, qu'on se plonge un peu dans le sujet. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, quand je t'ai proposé le sujet, je t'ai pas fait un cadeau au vu de la complexité de ce dernier. Oui, en effet. Mais on va essayer un peu de le dégrossir en tout cas. C'est l'idée, oui. Je pense qu'on peut placer du coup, tu me tends un peu la perche, on peut placer un premier disclaimer, c'est que le sujet est compliqué. Et alors vous me direz, oui, mais le CBA, c'est quelque chose de compliqué. Bon, le CBA, je prétends pas maîtriser le CBA en entier, mais je prétends, on va dire, avoir un peu, aujourd'hui, on va dire, suffisamment de recul pour comprendre les grandes dynamiques derrière. Pour ce qui est des audiences TV et comment c'est relié après au chiffre d'affaires de la ligue, là, je vais l'avouer, c'est quelque chose que je maîtrise moins, Oui. Beaucoup moins. En plus, il y a surtout le fait, je pense aussi, de ne pas vivre aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a des dynamiques, il y a des noms, il y a des produits tout simplement qu'on ne connaît pas. Et du coup, je pense que dans tout ce qu'on va dire dans le long de cet épisode, on va essayer, je pense, de rester assez haut, assez macro d'un point de vue d'analyse, parce que on sent pas trop d'aller du côté du micro dans le détail et tout. C'est possible qu'il y ait des erreurs et des inexactitudes, parce que voilà, encore une fois, c'est pas le sujet. J'ai beau m'y intéresser depuis quelques années, je le trouve sincèrement vraiment compliqué et assez peu de consensus derrière qui fait que bon, on n'a pas l'impression de lire des choses un peu diverses et opposées. Et puis il n'y a pas autant de transparence que pour le CBA, j'ai l'impression aussi peut-être au niveau des chiffres, les sources des chiffres, etc. quoi. Oui, et de leurs interprétations derrière aussi, quoi. Ouais. On va y venir, mais du coup, on pourrait se dire, mais au final, si on ne sent pas vraiment une maîtrise de sujet, pourquoi en parler? Je pense que sans parler d'une maîtrise où on est capable vraiment de comprendre complètement ce qui est en train d'avoir lieu, pour le coup, il y a quand même, justement, ces dernières années, des articles qui, même si ils vont avoir des divergences et tout, s'accordent quand même sur certains points, et que rien que présenter sur certains points, je considère que par rapport à l'idée que les gens en général ou se font des audiences en général, je pense qu'apporter ces points, c'est déjà un bénéfice conséquent pour mieux comprendre la question, avec justement cette nuance de rester humble derrière, quoi. Mais je pense que rien que ça vaut le coup, en fait, d'en faire une émission, d'en parler pour, allez, on va dire démystifier certaines choses, quoi. Ouais. Alors, moi, je précise que je ne suis là que pour poser les questions et je suis là pour parler de la chute de Balisport et leur zoom absolument monstrueux. on va y venir, je pense. D'ailleurs, on peut aussi dire de suite que s'il y a des auditeurs qui, justement, s'y connaissent assez bien, n'hésitez pas à venir sur le Discord, du coup, en parler. On sera ravis de recevoir ce genre d'aide et de faire ce genre de discussion. Donc voilà, on peut le préciser d'entrée. Et peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être on peut résumer aussi, tu me dis si tu veux développer après, mais il y a aussi ce côté où les droits TV et le contrat TV, ça reste aussi, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler, ça reste la source principale d'argent de la NBA ou pas loin en fait. Alors là, j'ai obtenu des chiffres qui, pareil, c'est marrant parce que vous allez voir que l'ordre de grandeur, c'est bizarre qu'il y ait autant de différences. Mais si on prend le contrat TV national, ça sera entre 30 et 40% du chiffre d'affaires de la ligue. D'accord. Et si on y rajoute les contrats TV locaux,
Donc, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, les Lakers, pour tous les matchs où ils ne sont pas en antenne nationale, ils vont retransmettre les matchs, mais seulement à Los Angeles ou seulement en Californie. Et ils vont recevoir des droits TV spécifiques à eux, qu'on appelle les droits TV locaux, quoi. Et du coup, si on additionne ces droits TV locaux aux droits TV nationaux, on est à 50%, peut-être un peu moins, du chiffre peut-être aussi pour certains, peut-être un peu plus, du chiffre d'affaires de la ligue, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, globalement, les droits TV, c'est bien au-dessus de la billetterie, bien au-dessus du merchandising, des sponsors, etc. Et quasiment bien au-dessus de ces trois-là que je viens de citer, combinés, quoi. Donc c'est là qu'on comprend que du point de vue des finances de la ligue, c'est quelque chose d'absolument clé. Et non seulement c'est clé, mais en plus ça prend, on va dire, une part de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, la croissance de la NBA, elle est sur tous ces secteurs. Mais si on prend son histoire, vraiment, allez, les 40 dernières années, quoi, le domaine qui a le plus dopé sa croissance sont les droits TV, quoi. Donc, on me rappelle, Adam Silver, il est commissionnaire. Et d'une certaine manière, si on pouvait résumer le rôle de commissionnaire, c'est de sécuriser, mais aussi de faire que le chiffre d'affaires de la ligue croît. Donc, on comprend que les négociations autour des droits TV sont vraiment, on va dire, quasiment le point majeur pour le commissionnaire, quoi. Et pour vous dire, il y a un côté qui est vraiment historique derrière, c'est que j'arrive plus à me souvenir de son nom, mais il y a un commissionnaire dans les années 60, celui qui était avant Larry O'Brien. S'il avait été mis à son poste de commissionnaire de la NBA, c'était uniquement pour ses attaches, son réseau au monde de la TV, quoi. C'est parce que pendant longtemps c'était très compliqué. Il y a une relation un peu de désamour entre la NBA et les grandes chaînes de diffusion nationales. Et la NBA essayait de rentrer vraiment et a beaucoup lutté pour essayer de rentrer dans ce grand jeu que le baseball et le football américain avaient réussi à avoir. Ça a été toute une bataille. Puis du jour où elle a commencé à y accéder, un peu coup de bol, c'est un peu autour des années 80, quand Magic Johnson et Larry Bird sont aussi à leur meilleur niveau. Et là, après, on assiste vraiment à une croissance, une explosion même, qui va aller de plus en plus haut, mais avec quand même un changement de tendance ces dernières années. Ouais, bon, c'est ça qu'on va essayer un peu de développer. Alors, au niveau du commissionneur, du coup, il n'y a eu que 5 commissionneurs dans l'histoire de la Ligue. Le premier, c'était Maurice Podoloff, entre 46 et 63. Mais je pense que tu pensais à Walter Kennedy. Exactement. J. Walter Kennedy. C'est ça. C'est ça. Qui donc était entre 63 et 75, sachant qu'on va y arriver. D'ailleurs, premier point, on va faire un historique sur les audiences avant de démarrer et d'aller sur le contrat TV. Mais ça a à peu près commencé au niveau du début des années 70. Donc je pense que effectivement, c'était lui. Mais oui, du coup, on peut y aller de suite si tu veux. Avant d'arriver au contrat TV, peut-être faire un point et un bilan sur les audiences. Comment est-ce que du coup, t'as un peu commencé à le faire là, à l'instant, mais qu'est-ce que tu peux nous raconter sur l'historique justement des audiences et ce qui semble être une chute un peu des audiences récemment, mais aussi donc de cette historique et de la relation avec la télé? C'est vrai que voilà, aux alentours des années 60, la NBA a compris que, alors son salut c'est peut-être un peu exagéré, mais vraiment sa profitabilité allait dépendre de sa capacité à percer le marché le marché de la télévision, quoi, de la retransmission télévisuelle. Sauf qu'on a une époque où la télévision, un peu comme en France, c'est juste le jeu de quelques acteurs qui passent forcément par le hertzien. Donc le hertzien, voilà, c'est une transmission par les airs avec une antenne et tout, quoi. Et en réalité, des acteurs, il y en avait à l'époque, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, il y en avait 3, quoi. NBC, CBS et ABC, quoi. Ouais. Des géants qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle d'ailleurs, quoi. Toujours les mêmes, ouais. Sauf qu'en fait, du coup, là, les retransmissions TV étaient ce qui pourrait s'apparenter à une sorte d'oligopole représenté par ces trois acteurs.
et qui devait, voilà, et tout le contenu en fait télévisuel passait par ces trois-là, donc un temps d'antenne qui fondamentalement pour tout ce qu'on voulait passer n'était que par jour de 24 heures fois 3 quoi. Et du coup, vous pouviez pas caser des choses en plus que ce temps horaire précis quoi. Donc en réalité, il y avait une compétition entre les sports qui est vraiment conséquente pour essayer d'avoir les quelques instants de retransmission possibles. Et la NBA a souvent été la grande perdante là-dessus parce que le baseball avait ce côté historique majeur et traditionnel. Le football américain est souvent un sport qui a été décrit pour la télévision, avec les ralentis, etc., et qui va vraiment exploser justement avec la télévision et une relation qui sera presque charnelle, fusionnelle entre les deux. Et la NBA a clairement été le parent pauvre au début, et il y a toujours ce cliché, mais qui est vrai, que de dire sur ces fameuses finales des années 80, où les Lakers affrontent les 76ers, et ce match où Magic Johnson, à la fin, aurait joué pivot ce match-ci, c'est cette performance historique. En tout cas, il a fait l'entre-deux, c'est à peu près ça. Je n'irai pas plus loin. Mais en tout cas, ce n'était quelque chose qui n'était pas retransmis en direct, mais je sais plus, en différé à 2h du matin, etc. quoi. Et même par rapport à un sport comme le golf, qui, c'est pour vous dire à quel point tu es sur un oligopole, qui avait plus les faveurs des grands Manitou, qui au final, un grand Manitou qui décidait des programmes de ces trois chaînes, sur chacune de ces trois chaînes, il avait un peu le pouvoir de, pas de vie et de mort, mais de dire qui allait réussir ou qui ne réussissait pas. Et s'il aimait bien le golf, il mettait du golf plutôt que du basket, quoi. Donc une relation compliquée, mais malgré tout, au début puis milieu des années 80, notamment si je dis pas de bêtises, ça va être le passage où la NBA va se retrouver de plus en plus sur CBS, et après l'explosion dans les années 90 sur NBC, c'est là où vraiment la NBA voit un temps de retransmission et une popularité qui va grimper en flèche, et où l'apothéose, le zénith, ce seront les finales de Michael Jordan. Et en tout cas, si vous voulez les meilleures audiences basket, elles sont imbattues. C'est les finales 1998 pour ce qui est des finales. Et pour un match, c'est le match 6 de ces finales avec le fameux tir de Michael Jordan pour terminer sa carrière de la meilleure des manières qui soit, quoi. Plus de 35 millions, j'ai vu. Plus de 35 millions, ce qui est donc le record, Il y a des parts de marché vraiment affolantes, quoi. Ouais. Et alors, juste pour te dire aussi, je précise, t'en as parlé, donc CBS a eu les droits du début des années 70 jusqu'à 1990. Ensuite, ça a été NBC, donc une autre chaîne énorme, hertzienne nationale, comme tu dis, jusqu'en 2002. Et en 2002, on est passé sur du câble, du coup, enfin, un peu ABC, mais aussi ESPN et TNT qui sont du câble, mais ça, on le détaillera plus tard. Mais voilà un peu pour le côté historique de la télé. Je pense qu'on peut même commencer dès à maintenant à parler du câble. Ouais. Alors, le câble... Déjà, qu'est-ce que c'est c'est pas si simple que ça, mais grosso modo, c'est au lieu de recevoir votre télévision par le hertzien, donc par une antenne, par les airs, et du coup, c'est avec l'antenne que vous captez le signal. Là, vous avez un câble coaxial qui arrivait directement chez vous. Et en réalité, ces câbles coaxiales, souvent, ils étaient tirés, mais avec des points, on va dire, de réception, où en fait c'était du satellitaire, pas tout le temps, mais souvent quand même c'était du satellitaire derrière, qui permettait, on va dire, de diffuser sur le territoire entier des États-Unis, parce que voilà, le territoire entier des États-Unis, si vous devez le couvrir avec des antennes hertziennes, on peut imaginer que c'est des coûts, on va dire, derrière de maintenance d'infrastructures qui sont vraiment considérables. Là, vous avez quelque chose de plus simple où le satellite, on va dire, va vraiment arroser tout le pays. Vous avez des stations de réception satellitaire qui, après de ces stations, au lieu, on va dire, que chacun ait sa parabole, ce qui est aussi possible, et en France, on a eu pas mal ça avec Canal Satellite, là, en fait, de ces stations, vous tiriez du câble qui allait directement chez les gens, quoi. Et c'est quelque chose où, très rapidement, même si la NBA voulait vraiment pour percer, avoir ces temps d'antenne, rester principalement sur l'hertzien,
on sentait que le câble, et après derrière le satellitaire, c'était un peu la poule aux œufs d'or qui allait arriver, si bien que dans les négociations de 84 qui amèneront le salary cap, l'un des plus gros points de négociation, c'était, avant qu'il y ait l'idée même du salary cap, c'était de dire, oui, ok, la NBA savait qu'il allait avoir beaucoup d'argent à se faire avec ce moyen-là, parce que ça coûtait moins cher et ça allait mettre plus d'acteurs dans la balance. Vous pouviez diffuser beaucoup plus de chaînes beaucoup plus facilement, et du coup un temps d'antenne plus important. Et les gens, on voit bien, quand il y avait que 3 chaînes de télé, d'un coup, vous pouviez en proposer beaucoup plus. Les gens étaient très friands de ça et très demandeurs. Et du coup, très rapidement, les ligues sportives ont compris qu'il y avait, si ces acteurs-là, on va dire, se solidifiaient et tout, il y allait avoir moyen d'aller gagner beaucoup d'argent derrière, quoi. Et non seulement la NBA le savait, mais le syndicat des joueurs aussi le savait, ce qui fait que dès le début des années 80, avant même que les revenus commencent à arriver de manière conséquente par le câble, il y avait déjà une bataille pour savoir comment on allait faire avec les revenus du câble pour se les partager, quoi. Ce qu'on peut dire aussi, parce que tu as bien décrit le côté un peu technique, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a un peu, en gros, les 3 chaînes nationales qui passent par le hertzien, qui sont du coup accès et tout public, que sont NBC, ABC et CBS, du coup. Mais par contre, le câble, tu as décrit un peu le fonctionnement technique, mais c'est aussi quelque chose, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est quelque chose que tu payes, et premièrement, et en plus, du coup, ce sont il y a moins de monde qu'il a, donc forcément, t'as a priori moins d'audience que, on va dire, sur les chaînes nationales. Comment dire, je pense que si certains ne sont pas trop vus en l'écoutant, le meilleur parallèle, je pense, à faire pour nous, globalement, quand on va parler du câble durant toute l'émission, c'est Canal Satellite, quoi. Alors, d'un point de vue technologique, c'est pas la même chose, mais comme il y a des infrastructures à installer qui n'étaient pas déjà opérantes, c'est vrai que le principe, c'était, vous allez payer. Il y a des entreprises, typiquement c'était le cas de Canal Satellite en France, vous allez payer votre abonnement qui va nous permettre de mettre en place notre infrastructure. Donc c'était purement satellitaire dans le cas de Canal Satellite en France. Aux États-Unis, c'est la combinaison du satellite et du câble qu'il faut quand même à la fin amener. C'est un fil coaxial qui doit quand même venir à chez vous de la même manière que la fibre au fil de téléphone pouvait venir, quoi. Et donc on va dire, voilà, l'idée c'était que ces abonnements allaient permettre pour vous d'accéder à ces chaînes. Mais vous aviez autant le hertzien, vous avez toujours le problème que les ondes, les fréquences, il y en a pas non plus tant que ça, il faut se les partager, ça reste limité. Là, avec le satellitaire puis le câble, vous pouvez mettre bien plus, vous pouvez offrir bien plus de contenu. C'est les fameuses Canal Satellite, c'était on vous promet 200 chaînes et même plus, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'au début des années 80, il n'y avait pas autant de chaînes. Ça permettait aussi pour les chaînes de télé, du jour où vous aviez la retransmission satellitaire, entre guillemets, vous sous-traitez après la chose l'équivalent de CanalSat ou aux entreprises du câble comme Comcast, quoi. Et ça vous faisait en fait des coûts de diffusion qui pour vous étaient aussi beaucoup moins chers. Ce qui fait qu'au début, il y a eu plein de chaînes un petit peu amatrices. C'était quasiment le cas d'ESPN. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'ESPN, c'est assez intéressant, mais ça a vraiment démarré d'un point de vue vraiment très amateur avec des droits TV de sport complètement, je dirais pas loufoque, c'est le terme est péjoratif, mais des choses auxquelles on ne s'attend pas. Mais en tout cas, ça va complètement bouleverser le paysage. Tout le monde s'y attendait. Et là, tout d'un coup, vous pouviez vous permettre d'avoir une chaîne typiquement spécialisée dans le sport et alors il y a de la concurrence au début, des chaînes qui ferment, qui rouvrent et tout, mais où ESPN va acquérir un rôle au fur et à mesure qui va être de plus en plus important. Oui. Et jusqu'à ce que donc ESPN ait les droits à la fin, après s'être bien développé années 80 et 90, ils ont enfin eu les droits du coup des matchs NBA en 2002. Tout comme TNT qui lui aussi est une chaîne du câble, Turner Sport, on peut le préciser aussi. Et voilà, le problème aussi, entre guillemets, c'est que ça a été une très très belle période en termes de peut-être en termes d'audience, on peut le dire comme ça, mais c'est qu'ensuite il y a d'autres acteurs qui sont un peu venus perturber le côté domination entre guillemets de ces chaînes-là, parce que ok, c'est payant, mais bon, les fans de sport ils le faisaient. Mais c'est vrai qu'ensuite l'offre a évolué beaucoup, et pas que sur le contenu sportif, et ce qui fait qu'on a peut-être aussi connu une baisse des audiences.
En tout cas, si on veut finir le constat sur les audiences, c'est ça qu'on a dit, voilà, il y a ce zénith qui est 1998. Et à partir de là, on va avoir une baisse. Alors, on va avoir une baisse clairement, qui est là dès l'année 99. On se dit, bon, ok, il y a le lockout. Et quand on voit que 2000, 2001, 2002, on se dit, quand même, c'est les Lakers, c'est Shaq et Kobe. Alors, certes, les affiches des finales, c'est pas les meilleures affiches que pourront voir les Lakers sur cette période-là. Mais on a des chutes où on se dit, bon, ok, il y avait l'après de Jordan. Et c'est clairement, il y a un côté, on voit, hein, de toute façon, dans les finales, il suffit de regarder les chiffres des finales de 94 et 95 par rapport à les 3 avant et les 3 d'après pour comprendre qu'il y a vraiment un effet de Jordan qui est là. Mais, malgré tout, on va voir une chute. Alors, qui va avoir des périodes qui va se stabiliser, qui va rebaisser. Il y a ces fameuses finales en 2007 entre les Spurs et les Cavaliers, je sais pas si ça sera les finales, je sais pas si c'est encore les finales les moins vues de l'histoire. Il y aura en tout cas une baisse, puis des remontées, bref, quelque chose qui a des hauts et qui a des bas, mais on va dire qui malgré tout arrive un peu à se maintenir. Puis on va dire arriver alors certains seraient tentants de dire à partir du Covid, mais en réalité ça avait un peu commencé avant la période du Covid, donc vers 2018-2019, où là on va voir une baisse des audiences. Alors c'est vrai qu'il y a l'année 2020 qui est l'année du Covid, l'année de la bulle, où c'est là en fait, je les ai sous les yeux, c'est là qu'on a vraiment les pires chiffres, que ce soit le match 1, le match 2, le match 3, le match 4, le match 5 ou le match 6, de peu importe de quelle finale, les chiffres les plus bas c'est cette année-là, quoi. Alors pourtant il y avait les Lakers de LeBron James, quoi. Et on a après derrière des chiffres qui sont un peu meilleurs, mais pour les citer, on est quand même très loin de ce qui se faisait, même il n'y a pas si longtemps que ça, même sans revenir à Michael Jordan, puisque si je prends, on va prendre les finales entre les Warriors et les Cavaliers, on était en moyenne à peu près à 20 millions de spectateurs. Là où aujourd'hui, on est, pour les dernières finales, on est à un peu moins de 12 millions, quoi. On était aussi match 7 en 2016, on était à plus de 31 millions apparemment. Mais après, il faut prendre en compte le fait que la population des États-Unis a beaucoup augmenté aussi au fil des ans. Donc c'est surtout les parts de marché aussi peut-être qu'il faut regarder. On va pas aller dans ce détail-là, mais en gros, on a cette tendance. En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part, les audiences, elles varient beaucoup, un peu comme tu dis, selon les acteurs. Donc c'est difficile d'analyser un peu les audiences des finales NBA parce que selon telle ville, tel marché ou tel superstar, ça peut marcher ou pas. Notamment Jordan, ça marche. Warriors versus LeBron James, ça marche. Donc il y a un peu ce côté-là où, bon, selon qui est en finale, ça peut changer. Mais tout de même, tu dis aussi, au-delà de ça, au-delà de qui est en finale, il y a tout de même un déclin et une tendance un peu générale. Il y a une tendance en tout cas qui est là et qui... Alors, c'est difficile d'avoir... C'est des chiffres globalement en dehors des finales qui sont toujours compliqués. Parce qu'on a l'impression que, genre, si on veut voir les playoffs en moyenne, c'est très compliqué à avoir. Ouais. On va toujours avoir les records, quelques chiffres par-ci par-là, mais c'est compliqué d'avoir vraiment genre une base de données un peu uniformisée où on peut vraiment faire les comparaisons. La saison régulière sur la chaîne hertzienne principale, sur ESPN, le All-Star Game, les matchs de Noël, les playoffs et tout, c'est toujours assez confus et assez compliqué. Et du coup, en tout cas, je pense avant que je rembarre sur autre chose, le point, c'est que on a vraiment une baisse et elle est quasiment visible, même si on entend toujours des chiffres de records à droite à gauche. Globalement, elles sont un peu présentes sur tous les acteurs, tous les moments de la saison, tous les matchs. On retrouve une baisse qui est là, quoi. Et donc qui est tendancielle, quoi. Et du coup, le constat est là. La question, et ça va être celle de une bonne partie de l'épisode, ça va être pourquoi on a cette chute, quoi. Et avant de commencer à y répondre, je pense que il est important de faire deux notes de réserve. J'ai oublié le terme français pour disclaimer. La première, c'est que les audiences, on ne les comprend pas vraiment. Ce que j'entends par là, c'est que
quand vous avez toujours les acteurs qui essayent de prédire typiquement ce que je disais, ce qu'on avait vu pour les dernières finales où apparemment Denver, Miami, deux petits marchés, pas des superstars et tout, ça va pas marcher, ça va être une catastrophe. On entend toujours, on va dire, ces prédictions-là. Et de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, les acteurs sérieux disent on comprend peut-être certaines choses, mais honnêtement, on n'est pas sûr de tout piger. Et justement, si on reste sur l'exemple des dernières finales, donc en moyenne 11,6 téléspectateurs sur l'ensemble des matchs des finales, sur chacun plutôt des matchs en moyenne c'était 11,6. Vous reprenez l'année d'avant, où on était quand même sur une opposition Warriors-Boston, deux gros marchés, les Warriors qui ont été une machine à audience énorme lors de la décennie d'avant, une équipe de Boston qui monte et où globalement on se dit bon, ça fait partie des équipes où il y a quand même une certaine ferveur locale qui est là. Bref, on se dit voilà, c'est le combo pas parfait, mais on sent que c'est le bon combo pour qu'on ait des belles audiences. Et au final, on est à 12,4 millions. Et encore, c'est gonflé parce que il y a une finale où, ces finales-là, il y avait un match 6, alors que celle entre Denver et Miami, il y a eu que 5 matchs. Et au fur et à mesure, plus vous allez au fur et à mesure de la série, plus vous augmentez le nombre de téléspectateurs, votre moyenne, quoi. Oui, tu veux dire seulement 12,4 comparé à cette année 11,6. Finalement, c'est quand même pas si loin que ça, alors que sur le papier, l'affiche avait l'air très très différente, quoi. Exactement, c'est ça. Et du coup, ça corrobore avec ce que j'avais pu lire de certaines personnes, certains acteurs du milieu qui disent, en réalité, voilà, faut admettre que comprendre ce qui marche, comprendre ce qui ne marche pas, c'est pas acheter un dé, mais il y a un peu de cette idée-là quand même, quoi. Ce qui fait que, en général, quand vous commencez à voir des articles qui commencent à parler des audiences et qui ont une idée bien précise de pourquoi ça ne marche pas et ça marche, en général, vous pouvez vous dire, il peut y avoir un gros drapeau rouge qui peut commencer à flotter dans votre tête en disant, oula, on a des chances en réalité d'être plus quelqu'un qui va pousser un certain agenda, qui en fait est son agenda propre, que ça soit volontaire ou pas volontaire d'ailleurs, hein, mais qui a poussé son agenda plutôt que quelqu'un qui connaît vraiment le milieu des audiences et qui est capable, qui serait capable, on va dire, d'expliquer justement ce qui va cartonner de ce qui ne va pas cartonner, quoi. Alors, tu nous as fait un note de réserve, tu nous as fait un drapeau rouge plutôt que red flag, mais ensuite tu nous as sorti pour pousser son agenda. Ça se dit en français, agenda, du coup? T'étais sur une belle série. Ah oui, effectivement, je me suis pas posé la question. Il y a le mot agenda qui existe en français, mais ça pousser l'agenda, ça, on imagine, je sais pas, j'imagine le collégien qui pousse le truc de sa table, ça va l'auteur a des motivations, tu veux dire. Exactement, ouais. Ouais, on a compris. Mais alors, ça me fait penser à un article que j'ai vu tout à l'heure, là, en regardant je suis tombé à un article, devine de qui était cet article? Ethan Strauss? Non, tu vas voir, le titre, c'est les audiences des finales chutent alors que Denver remporte son premier titre. C'est un article genre du Hollywood Reporter, du coup. Ils étaient un peu dégoûtés d'avoir été éliminés, la Lakersland. Tu vois, je citais Ethan Strauss parce que donc un auteur qui était sur The Athletic et qui aujourd'hui est passé un peu en Enfin, tu vois, là, tu me bugs, j'allais dire freelance, mais je me dis... En indé. C'est quoi le terme français? En indépendant. En indépendant, merci. Sur Substack. Et qui s'est fait un peu le porte-voix de les audiences, ça marche pas parce que la NBA pousse un discours progressiste, contrairement à la NFL. Et au final, les téléspectateurs, ils ont pas envie de savoir les opinions politiques ou la vie politique des joueurs, des franchises globalement. Puis la ligue va trop sur Twitter et à faire, on va dire, c'est là je mets entre guillemets les dramas et tout ce qu'il peut y avoir, alors qu'au lieu de s'adresser à l'Amérique un peu traditionnelle et tout, et
C'est peut-être un exemple que je prends qui est un peu extrême parce que j'aurais pu faire quelque chose du genre les joueurs prennent trop de 3 points, flop, ne donnent plus d'énergie et tout. Mais voilà, c'est des choses quand même qui peuvent aller derrière assez loin, assez politiquement connotées. Et si Ethan Strauss a écrit un certain nombre de choses intéressantes sur les audiences, euh, de ce que j'ai vu des acteurs du milieu, encore une fois, c'est absolu. Peut-être qu'il a raison, mais en tout cas, il y a rien qui montre qu'il a raison. Donc Ouais. c'est un peu fort, on va dire, de pousser ce genre d'argument. Mais voilà, c'est juste pour dire que il faut faire attention à ce genre de choses et que quand vous commencez à voir ça, en réalité, je pense que vous avez plus la vision de la personne qui est en train d'en parler que véritable, on va dire, de ses idées, de ses pensées, plutôt que quelque chose d'assez factuel sur le milieu. Alors justement, je voulais un peu te poser la question de pourquoi est-ce qu'on a une telle tendance de baisse des audiences. Donc parmi les plusieurs hypothèses que je m'étais notées, effectivement on l'entend revenir à ce côté, la NBA, notamment depuis la bulle, est devenue trop politique. Est-ce que ça peut être un argument, t'as l'air de dire, plutôt que non en tout cas on sait pas, c'est ça? Peut-être en fait, c'est juste que je sais pas, je pourrais dire que j'en sais rien, c'est le réchauffement climatique, il y a personne qui pourrait me dire oui ou non, quoi. Donc à ce moment-là, en fait, chacun peut dire ce qu'il a envie de dire, mais il y aura jamais de CQFD, quoi. Après, j'avais aussi, est-ce que c'est lié à la qualité du produit ou pas? Est-ce que c'est au fait que, justement, on passe par câble? Mais bon, en même temps, tu me diras, on a eu aussi pas mal d'années sur câble et c'était bien. Est-ce que c'est le prix qui est trop cher par rapport, je sais pas, aux foyers américains? Ils ont plus le luxe de pouvoir se payer tous les services et donc peut-être ils payent plus pour la NBA. Est-ce que c'est la qualité du produit NBA qui se détériore et du coup les matchs sont moins bien? Il y a trop de 3 points et donc les gens regardent plus. Est-ce que, je sais pas, voilà, il y a plein de raisons. Quel est un peu toi, qu'est-ce que toi tu pointerais du doigt? On peut, encore une fois, chacun peut avoir ses idées, mais là-dessus, ce qui est important à dire, c'est justement, c'est nos idées et qu'on n'en a aucune certitude. Et que je pense que c'est toujours important là-dessus. Et tu vois, en fait, justement, je vais pas donner mon avis. Oui. Je vais aller pointer sur quelque chose qui me semble plus factuel et qui est quand même assez important. C'est ce qu'on appelle le phénomène du cord cutting. Mm-hmm. Donc vraiment un peu, on coupe le câble, quoi. Et justement, si le côté est un peu imagé, On coupe littéralement le câble, du coup, carrément. on coupe littéralement le câble, ouais. Mais c'est un phénomène où une bonne partie, on va dire, tu l'as dit en fait, en dehors de quand la NBA est sur ABC. Donc les finales, certes, sont sur ABC, mais tout le reste du contenu, en dehors du League Pass, c'est quelque chose qui est sur le câble. C'est ESPN, c'est TNT, quoi. Ce qu'on voit en fait un phénomène qu'on voit depuis quelques années, c'est que on appelle la pénétration de ce médium est vraiment complètement en chute libre. C'est-à-dire que pendant des années, on a vu de plus en plus de foyers américains être équipés du câble et y être abonnés. Et alors là, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de monde qui le met sur le Covid, et peut-être que le Covid, en effet, a accéléré la tendance, mais en tout cas, elle était déjà présente avant le Covid. C'est qu'en réalité, on a de moins en moins aujourd'hui. Alors là aussi, important, on parle vraiment, et je pense que ça va être du début à la fin, on parle des États-Unis, hein, parce que les droits TV là que j'ai cités tout à l'heure, je pense pas que le League Pass rentre dedans. Je sais pas quels sont les revenus du League Pass, mais pareil, hein, des retransmissions, des droits TV étrangers. Mais je pense que ça reste encore en dessous des droits TV locaux et des droits TV nationaux vraiment des États-Unis. Et du coup, aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est que on a eu un pic au début des années 2010 sur le nombre de foyers américains qui étaient équipés et abonnés au câble. Et depuis, on va dire, pour le coup, ce qui a été cet âge d'or, on est sur une chute et une chute qu'on pourrait quand même qualifier de vraiment drastique, quoi. Ouais.
Vas-y, si tu voulais rebondir peut-être. Non, pas du tout. Je dis oui, effectivement, on est passé de plus de 85% à 60% à peu près, selon là, un article de stratéchérie.com. Et même, comme tu dis aussi, ça peut être multifactoriel. Ça peut être le Covid qui a pu accélérer, mais ça a commencé avant. Donc, c'est pas que peut-être le fait que, d'un point de vue finance, des foyers américains étaient un peu dans la panade à cause du Covid. Ça a commencé. On voit aussi qu'au-delà du pourcentage de foyers équipés qui baisse, on voit que sur la dynamique de progression, la dynamique commence à être négative à partir de 2018. Donc bien avant le Covid. Exactement, quoi. Au début, c'était stable pendant des années. Le nombre de foyers équipés du câble, la dynamique était nulle. Et à partir déjà de 2018, on a perdu. Et même sur le graphe en question, je pense que tu l'as aussi, mais la chute est assez vertigineuse. Et chaque année, il y a une vraie perte. Donc peut-être même qu'on n'est même pas encore arrivé au bout, quoi. Oui, parce que on va dire les pertes par trimestre, c'est de genre de -4, -5, -6%, quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire on a vraiment une chute continue des utilisateurs du câble, des abonnés. Et globalement, même si on a envie d'élargir pour le coup à tout ce qui est, on va dire, la télévision payante, alors du contenu qui est affiché effectivement, qui est rendu public sur ces graphes, même là-dessus, en fait, on a une baisse, quoi. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut dire en fait que les Américains payent de moins en moins pour avoir un contenu TV, et que celui, on va dire, parmi les différents médiums que vous pouvez avoir, celui qui souffre le plus, du moins dans les offres de télévision payantes, on n'a pas les chiffres toujours des chaînes hertziennes, mais en tout cas ceux qui souffrent le plus, c'est clairement les chaînes du câble, quoi. Donc en fait déjà quand on prend ce facteur, on comprend que si on continue en fait de raisonner en chiffres de téléspectateurs bruts, sachant comme tu dis que la population des États-Unis augmente aussi entre-temps, et si on raisonne en termes de chiffres bruts, bah forcément en fait, si vous avez en fait de moins en moins de personnes qui peuvent ou ne veulent pas, on va dire, avoir accès au médium où vous retransmettez l'essentiel de vos matchs, bah c'est sûr que pour les audiences c'est compliqué. Alors certes, on peut dire les finales elles sont sur le hertzien, elles sont sur ABC. Il n'y a pas besoin de payer pour voir les finales. Et quand les audiences baissent des finales, voilà, c'est pas une question d'avoir accès au médium ou non. Du jour où vous avez une antenne et tout, c'est gratuit, quoi. Mais en même temps, si t'as pas suivi toute la saison et que t'es un fan un peu lointain, est-ce que vraiment tu vas brancher la télé pour voir les finales, quoi ? Exactement. Et c'est vrai qu'il y a cette idée de se poser la question derrière et d'une certaine manière, ça serait aussi, alors là, en gros guillemets sur ce que je vais dire, hypothèse, interprétation, drapeau rouge pour pour les plus méfiants. Mais au final, est-ce que le fait que les finales de l'an dernier, au final, quand je dis au final avec les finales derrière, ça fait un peu redondant. In fine. Si les finales de 2022 et de 2023 ont à peu près les mêmes audiences, est-ce que on peut pas dire que la NBA s'est regroupée autour de ce qu'on peut appeler les fans un peu hardcore de NBA, ceux qui regarderont quoi qu'il arrive dans tous les cas. Est-ce que on ne s'est pas de plus en plus, on va dire, recentré là-dessus, plutôt que la grande époque de Jordan, ou peut-être même un peu celle des Warriors, Cavaliers, au final, même des personnes, faut que j'arrête de dire au final, ou même des personnes qui suivent le sport, voire même pas toujours le sport, mais un peu de temps en temps, qui ont la zapette un petit peu facile, est-ce que c'est pas cela qu'on a définitivement perdu derrière ? Il n'y a pas une certitude, mais on sent bien, on va dire en tout cas derrière la tendance et les chiffres qu'on peut voir. Forcément, si vous avez je vais utiliser le terme, un taux de pénétration de plus en plus faible, vous allez vous recentrer sur un public de plus en plus restreint. Oui. Ça va être de plus en plus difficile pour vous d'élargir votre base. Et sachant en plus que derrière, il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux, parce que faut se dire, à une certaine époque, et je sais pas si tu l'as connu toi aussi, on avait la même chose en France, mais quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, pour s'informer sur ce qui s'était passé la veille, c'était pas ultra simple. Alors, soit t'attendais le dimanche et il y avait Stade 2 et je commenterai pas par
par politesse ce que je pensais de cette émission. Il y a une séquence mythique avec Nelson Montfort qui parle du numéro 3. Non. Du numéro 3 pour le Roi James. Avec ça. Si avec ça. Mais c'était un peu compliqué. Et après, du coup, si vous aviez Canal Satellite, vous aviez des chaînes qui ne faisaient que ça à travers la journée, ou du moins qui vous retransmettaient les résultats et tout. Et c'était super. Et ça vous invitait là aussi à en fait être un abonné à ce genre de contenu. Mais là, en fait, avec les réseaux sociaux, juste pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe, vous avez même pas besoin d'être abonné typiquement au League Pass ou si vous êtes aux États-Unis, ESPN et compagnie, quoi. Alors que SportsCenter avant, c'était une émission culte et qui vraiment ramenait vraiment beaucoup de monde pour la chaîne. Donc du coup, comme je disais, vous avez une base de plus en plus restreinte. Et c'est là où je voulais en venir avec SportsCenter et compagnie, c'est que vous avez de moins en moins d'occasions d'accrocher des nouveaux fans et d'élargir un peu plus cette base. Vous avez les quelques affiches qui sont sur ABC, sur le hertzien, accessibles à tous. Mais en dehors de ça, à certaines oppositions et tout en play-off, ça, vous avez du mal à essayer, on va dire ce côté régulier, un peu feuilleton, parce que si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes pas un fan hardcore, ou du moins un fan à convaincre, disons que quand les occasions se présentent, soit c'est pas forcément les meilleures, qui nous dit que les finales sont forcément la meilleure affiche en termes de spectacle et tout, soit c'est déjà un peu trop tard, et de toute façon vous savez pas qui est Nikola Jokic, Miami vous en avez entendu parler, mais c'est pas l'équipe qui vous attire le plus, vous regarderez pas, quoi. Peut-être dommage, parce qu'il y avait peut-être eu des séries avant où vous auriez pu être convaincu et avoir envie de continuer à voir le contenu, quoi. Donc je pense que si on peut, si on peut retenir une chose de cette émission, c'est que les chutes sont en baisse. Les audiences sont en baisse, pas les chutes. Les audiences chutent et sont en baisse. J'ai dit les chutes sont en baisse. Ouais. Attends, les vacances vont... Heureusement qu'elles arrivent bientôt. Les audiences chutent, le média, du coup, en termes de transmission, chute, mais le médium en tant que tel est lui aussi en train de chuter, et que on sent que forcément on a quelque chose de contextuel derrière. Et d'ailleurs, je vais te laisser rebondir si tu veux, mais il y a aussi une explication au fait que, comme on l'a dit, que le médium chute et que le média chute. Il y a un peu des explications qui valent pour les deux derrière, quoi. Oui, mais je suis d'accord, et sur le côté la perte de vitesse, je pense qu'il y a un peu deux aspects qui aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui sont un peu différents. Pour le coup, tu parlais du côté information. C'est vrai que tu regardes des anciennes séries, des séries TV, t'as toujours parfois un personnage qui dit est-ce que je peux brancher SportsCenter chez vous, il faut que je vois les résultats du match. Donc il y avait ce côté informatif qui effectivement n'a plus de lieu d'être. Maintenant t'as toutes les infos sur ton téléphone, mais surtout deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un côté non pas information mais entertainment ou contenu divertissement, où en fait il y a aussi un aspect où on n'a peut-être pas en tête, mais aux États-Unis ils proposaient aussi ce qu'on appelle des bouquets finalement. Tu prenais pas que ESPN, tu prenais ESPN et tu avais aussi d'autres chaînes avec des chaînes pour des séries télé, des chaînes avec des films ou d'autres émissions. Donc t'achetais aussi parfois le bouquet, et donc même si t'étais pas immense fan de NBA, t'avais peut-être ces chaînes-là pour telle série télé ou pour tel film, et voilà, tu consommais ça, et donc comme t'avais le média, tu tombais parfois sur de la NBA et tu regardais. Et là, le fait est que le monde et le paysage médiatique de l'entertainment a un peu changé, je trouve. Je suis pas expert du tout, mais toutes les nouvelles plateformes... Il y a un morcellement, hein. Oui, c'est ça, voilà, toutes les nouvelles plateformes qui sont apparues. Du coup, les gens ne payent plus ce bouquet, et du coup, tu as perdu un peu les fans un peu lointains, quoi. Et comme tu dis, du coup, c'est ces fans-là qui avaient ESPN parce qu'ils avaient un peu le bouquet, ils vont plus regarder les matchs, en fait, parce qu'ils payent plus. Ils vont payer Netflix et Hulu ou je sais pas quoi, mais pas ESPN en soi. Et ceux qui payent ESPN, du coup, ce n'est plus que les très gros fans, comme tu les as appelés. Exactement. On a eu aussi, on peut encore faire l'analogie avec la France, où à une époque, l'alternative c'était Canal Satellite et Canal Plus et compagnie et son bouquet, et il y a beaucoup de monde
qui allaient sur Canal+ pour avoir la Ligue 1. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui y allaient pour avoir les films. Ouais. Les films, puis après les séries, etc. Il n'y avait pas 15 000 alternatives, quoi. C'est... soit vous attendiez par bonheur que ça tombe, allez, je sais pas combien de temps après sur TF1 et France 2, mais même quand au début les séries ont commencé à arriver, vous les aviez pas sur ces chaînes-là, quoi. Et c'est là où des Canal+, Canal Satellite avaient cet avantage. Et du coup, bah, c'est vrai que en termes d'offres, c'est vous preniez tout ou rien, quoi. Et ce qui fait que bah forcément la personne qui, je sais pas, juste est un peu fan du 7e art et tout, mais qui peut être aussi intéressée par le sport, bah, elle pouvait zapper sur le sport. Elle avait les droits. Elle avait l'accès. Elle était abonnée aussi aux chaînes de sport, quoi. Donc c'est ce qui est dans l'article, hein, sur lequel on se base beaucoup, que je pense qu'il faudra mettre en référence parce qu'il est en accès libre et il est vraiment très intéressant. Ouais. De Stratechery, c'est ce qu'il appelle le bundle, quoi. C'est vraiment l'offre groupée où vous aviez tout d'un coup, et du coup, bah c'est là où c'était beaucoup plus facile de ramener un peu les fans, pas les fans ardus de NBA, mais ceux qui ce qu'il appelle les casuals, ceux qui, bon, si l'affiche est intéressante, de toute façon, quitte à avoir payé, bah, autant regarder, et que l'affiche est pas si mal, donc on va se faire plaisir et regarder, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est justement, tu commençais à parler, on va dire, on pourrait appeler l'explosion de l'offre. Et je pense qu'elle est en partie là, l'explication pour ce qui est de la chute du câble. C'est que il y a 40 ans, vous voulez regarder des vidéos, il fallait passer par les quelques chaînes qui étaient en hertzien. Puis après, vous aviez l'alternative du câble, du satellite, où là, vous aviez beaucoup de chaînes, mais il fallait prendre ce bouquet qui vous donnait tout d'un coup, quoi, plutôt que juste ce qui vous intéresse. Et après, bah, c'est là que sont arrivés les acteurs OTT, over the top, donc tous ceux qui passent entre guillemets par Internet, où l'exemple emblématique est Netflix. Mais avec Netflix, vous avez aussi Internet, bah, justement, qui allait de pair, et avec YouTube. Et en fait, aujourd'hui, sans même être abonné à un service en particulier, vous pouvez quand même regarder de la vidéo. Et entre guillemets, bah, si vous êtes fan, je sais pas, d'un truc de niche, bah, en fait, peut-être que YouTube vous suffit et que vous n'avez pas besoin, comme à l'époque où on avait les magazines spécialisés, il y en a toujours, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu de moins en moins. Bah, l'offre est telle que, bah, en fait, et notamment pour ce qui est de la jeune génération, bah, vous n'avez pas besoin, en fait, de payer ces sommes qui, quand même, hein, sont importantes. Et même à l'époque de leur pic, quand elles étaient presque en monopole, des sommes voire même très très importantes. Forcément, vous fermiez une partie des téléspectateurs vu du prix, mais bon, comme vous aviez les abonnements, aussi un peu de pub, bah, vous aviez un business model qui était très rentable, mais avec le morcellement des contenus, bah, qui clairement aujourd'hui est en train de s'effriter, quoi. Oui. Le fait d'offrir une offre multiple, ça permettait d'aller proposer du contenu à des gens qui n'étaient pas super fans, alors que quand tu séquences et quand tu morcelles, pardon, comme tu dis, bah oui, ceux qui prennent ESPN, bah c'est ceux qui déjà sont déjà fans, parce que tu vas pas payer pour ESPN ou pour une chaîne de basket si de base t'es pas fan de basket. Donc c'est un peu ce cercle vicieux du coup. Mais c'est vrai que je me demande aussi à quel point, avant peut-être que tu nous expliques aussi pourquoi est-ce que ça a été hyper important, cette question des audiences pour la croissance de la NBA, mais au niveau du public, c'est vrai que je sais pas si c'est conscient ou pas, mais j'ai un peu l'impression que la NBA prend aussi ce créneau d'aller vers le côté population jeune, d'aller vers les réseaux sociaux. Ils sont, d'ailleurs, j'ai trouvé un article de Sport Business Journal, pardon. Il parle des audiences et il parle donc des audiences TV, mais directement ils enchaînent avec oui, la NBA a aussi 13 milliards de vues sur Instagram cette saison régulière. Ils sont 8e au monde en termes de followers Instagram, plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube, etc. Et je sais pas à quel point c'est conscient ou pas de prendre ce créneau, sachant que j'ai l'impression, moi, de loin, qui est un peu suivi, qui suit le foot américain quand même depuis 10 ans, mais le foot US c'est quand même bien ancré, beaucoup plus, je trouve, dans la culture américaine déjà globalement, et le foot US est aussi
encore un peu plus, je pense, peut-être que je me trompe parce que je suis pas expert, mais de ce côté, c'est encore un sport familial, si je peux dire. Et d'ailleurs, la NFL ne connaît pas du tout ce genre de chute d'audience, alors que c'est vrai que la NBA, elle essaie un peu d'aller chercher des publics différents, notamment de par les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'en un sens, c'est peut-être pas des gens c'est des gens qui vont consommer la NBA via YouTube, via les réseaux sociaux, via plein de moyens, mais qui vont peut-être pas non plus faire la démarche d'aller payer pour regarder des matchs, parce que non, sans tomber dans le cliché de les jeunes ont pas d'attention, mais ce côté parfois les jeunes sont peut-être aussi moins d'argent, ou alors n'ont pas ce mode de consommation que en NFL les familles ont toujours eu ce mode de consommation, donc on fait un peu comme toujours. Je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas aussi à quel point le ciblage joue aussi là-dedans. Il doit sûrement jouer. Après, c'est aussi quelque chose. Si la NBA joue ce créneau-là, c'est pas pour rien. C'est que les annonceurs, qui au final, donc les publicitaires, les annonceurs qui rendent, on va dire aussi, c'est au-delà des abonnements, des droits d'abonnement et tout, ça passe quand même très souvent par de la publicité. Oui. Et on peut dire que le financement, on va dire, de tout cet écosystème, c'est la publicité, c'est les annonceurs. Ils sont assez friands des tranches d'âge pas très jeunes, mais on va dire des jeunes adultes, quoi, que je mettrais entre 20 et 40 ans, ou certains même voient un petit peu plus, entre 30 et 45, parce que il y a un côté, en plus on s'achète les spectateurs sur une génération qui va vivre un peu plus longtemps, quoi. Et aussi, apparemment, en termes de consommation, ça serait quelque chose de plus intéressant. Donc, je pense qu'il y a un ciblage là-dessus pour essayer un peu de pérenniser sa base, pérenniser son socle de téléspectateurs, ouais. En se disant, peut-être que la NFL, elle marche bien, mais est-ce que la NFL, quand toute une ou deux générations sont plus là, est-ce qu'elle va continuer à aussi bien marcher? Alors que nous, en ciblant un peu plus les jeunes, on s'achète les fans, et les fans qui seront capables de payer, entre guillemets. Ça t'achète le futur, en fait. Oui, voilà, quoi. Donc, alors, est-ce que c'est un choix judicieux ou pas? À quel point c'est, entre guillemets, c'est un choix qui est impactant? Du moins, est-ce que c'est un pari fait, ou est-ce que c'est juste, on est présent sur les réseaux sociaux, tant mieux, c'est super, et puis voilà, autant on tire un peu de profit, mais on va pas axer toutes nos stratégies autour de ça. C'est encore un peu difficile à dire, et il y a peut-être quand même déjà un élément de réponse, c'est que dans son précédent contrat, au moment de négocier le dernier contrat TV national, qui donc est rentré en compte en 2016, je crois. Oui. Je sais plus si c'était 2016 ou 2017, mais qui avait été négocié en 2014. Il n'était pas encore question de faire une partie de son offre via les plateformes streaming, ce qu'on appelle les OTT. Alors il n'y avait pas la même offre en 2014 qu'il y a aujourd'hui, ouais. Mais il n'était pas encore question, alors que ça s'était quand même déjà évoqué à l'époque, il n'était pas encore question d'encore plus éparpiller l'offre NBA sur un nouveau médium. Donc à quel point ils tentent d'aller sur une certaine catégorie d'âge ou pas, et ils prennent des paris. La réponse honnête, c'est je sais pas. Oui, on ne sait pas, on ne peut que supposer. Mais bon, donc oui, il y avait aussi un point important pour arriver justement à ce nouveau contrat TV. Tu voulais aussi nous expliquer pourquoi est-ce que les audiences et le lien avec la TV, a été aussi important pour la croissance de la NBA. On l'a tous vécu. Je sais pas si on peut dire tous, parce que ça va commencer à être de plus en plus, mais le fameux nouveau contrat TV national et l'explosion du salary cap, ceux qui l'ont vécu, je pense, s'en rappellent, quoi. 2016, et ouais. C'est là où on a vu le salary cap qui, en quelques années, a complètement... le salary cap augmente toujours, mais qui, sur quelques années vraiment très brèves, quand on était passé de l'ancien au nouveau contrat TV national, avait complètement explosé le salary cap. Et c'est ce qui fait aussi en partie que le chiffre d'affaires, le salaire des joueurs, mais aussi les bénéfices des franchises, et donc leur cote sur le marché,
n'ont jamais été aussi importantes en fait. Alors bon, comme il y a la croissance forcément, elles sont de plus en plus importantes dans le temps, mais on sent qu'on a une véritable explosion où voilà, il suffit de voir la vente en plus d'une équipe comme les Charlotte Hornets, où franchement en termes de marché, si on n'est pas dernier, on est dans les 3 dernières franchises. Alors il y a plein d'autres éléments conjoncturels qui expliquent un tel chiffre au-delà du contrat TV, mais le contrat TV, en plus celui qui est national, donc est partagé entre les 30 franchises, a permis, on va dire, concrètement par rapport au OK, vous êtes les franchises, vous devez payer 50% de votre chiffre d'affaires, vous devez l'amener aux joueurs. Mais du coup, il vous reste les autres 50%, il faudra payer les coachs, les staffs, les arènes et tout, mais ces montants-là n'ont pas augmenté de la même manière que les revenus derrière ont augmenté. Et s'il y a cette accélération à 2 vitesses, c'est principalement grâce aux droits TV. Adam Silver a très bien négocié à son arrivée tous les nouveaux contrats de sponsoring et compagnie, mais ça reste un pouillème par rapport au contrat TV national, quoi. Comme on dit, ça serait entre 30 et 40% à lui tout seul du chiffre d'affaires de la ligue. La billetterie, ça doit être 25-30%, quoi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que vous pouvez vous permettre de faire des choses comme la bulle en 2020, où vous savez que vous n'aurez aucun téléspectateur, mais vous continuez à sécuriser, on va dire, vos droits TV pour plus tard, parce que c'est la source numéro 1 de revenus aujourd'hui pour la NBA. Juste pour préciser, c'était pas il y a si longtemps que ça, hein, c'était le Big Three de Miami, la formation du Big Three à Miami. Les salaires, donc les 3 plus gros salaires, Chris Bosh, LeBron James, Dwayne Wade, 14 millions 5, 14 millions 5, 14 millions 2. Les Phoenix Suns de cette année, avec le Big Three, Kevin Durant, c'est 47 millions l'année, et Bradley Beal 46 et Devin Booker 36. Pour dire que effectivement, on a eu on sait tous que dans les années 80, même 90, les stars n'étaient pas beaucoup payés. Il y avait quelques exceptions, mais le niveau était très bas. Mais même par rapport à 2011, du coup, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Donc l'explosion a été vraiment exponentielle. On va y arriver aussi sur les différents contrats TV, je pense. Mais juste pour te questionner aussi, du coup, à quel point est-ce que, parce que là, on parle surtout de l'explosion des contrats des joueurs, mais à quel point la croissance de la NBA en elle-même a été impactée par ça? Parce que si c'est juste donner plus d'argent aux joueurs, bon bah c'est un facteur important, mais ça représente pas forcément la croissance de la ligue en elle-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu parles de croissance, on est bien d'accord, tu parles de croissance économique. Oui. Alors attends, pour faire simple, je suis en train d'aller chercher les chiffres qui m'intéressent, c'est-à-dire les chiffres. Par exemple, des équipes, la valeur des équipes a aussi. La valeur des équipes, exactement. Ouais. Donc celle selon Forbes, qui, comme je dis toujours, vaut ce qu'elle vaut. Mais globalement, même ces dernières années, elle était peut-être un petit peu en dessous du montant où les franchises se sont vraiment vendues derrière, quoi. Mais par exemple, si on prend, tu parlais tout à l'heure de 2011. En 2011, si j'additionne la valeur cumulée des 30 franchises, ça représentait, que je dise pas de bêtises, 11 milliards de dollars. Ouais, donc le salaire de Mbappé en Arabie Saoudite. Ça représentait 11 milliards de dollars. Et la moyenne devait être à 393 millions. Ouais. La franchise moyenne, c'était 393 millions. Si je me place, alors j'ai même pas les derniers chiffres. Aussi, ça va être les derniers chiffres. En 2022, la franchise moyenne, c'était 2,8 milliards. Ouais. On comprend que si les Hornets sont vendus 3 milliards, c'est que ce chiffre est même en dessous de ce qui devrait être vraiment. Et en cumulé, on était à 86 milliards. Ouais. Donc en l'espace de 10-11 ans, on a une valeur qui a fait x8, quoi. Ouais. Donc c'est pas que les joueurs qui ont eu plus de salaire, il y a aussi eu des retombées sur l'ensemble des équipes et l'ensemble de la ligue, et même toutes les franchises sont devenues plus chères, du coup, comme on dit. Donc il y a une croissance économique de ce côté-là, quoi. Excepté si vous payez la luxury tax, vous allez toujours être dans le vert, peu importe dans quel marché vous pouvez être, quoi. Et en plus, on peut parler des bénéfices que font les franchises chaque année, mais en réalité, pour les propriétaires, le gros du bénéfice, il est dans cette valeur qui ne fait qu'augmenter. Michael Jordan a acheté ce qu'étaient les Bobcats à l'époque pour 175 millions plus, je crois, 100 millions de dettes qu'il avait acceptées, pour le revendre une vingtaine d'années plus tard 3 milliards, quoi. Et ça, Ouais. encore une fois,
il y a d'autres éléments, c'est multifactoriel, mais l'élément principal, c'est que le chiffre d'affaires de la Ligue n'a fait qu'augmenter, et ce qui fait que le chiffre de la Ligue augmente et croît assez rapidement, c'est les droits TV. Et d'ailleurs, la période où c'était un peu compliqué en termes de salary cap et tout pour la NBA, c'était 2007, 2008, 2010. C'était un peu au moment de la crise économique où le contrat TV qui avait été négocié à ce moment-là avait, je crois, à peine augmenté ou pas grand-chose, et qu'on avait tout de suite senti que ça avait freiné la croissance de la Ligue derrière, quoi. Il était passé donc le premier contrat de ESPN et Turner en 2002-2008, c'était 765 millions par an, et il avait augmenté à 930 par an entre 2008 et 2016, donc effectivement assez basse augmentation. Et après, tu peux citer le chiffre du coup qui est rentré en compte en 2016 pour comprendre à quel point c'était une faible augmentation, quoi. Exactement, et donc on est passé de 930 millions par an à 2,7 milliards par an pour la NBA entre 2016 et 2025 du coup. Et donc, ce qui nous amène un peu naturellement vers le futur, peut-être, si on peut en parler. Du coup, 2,7 milliards par an pour ce que donnent donc les TV à la NBA pour les droits TV. Qu'est-ce qui va en être du futur et du prochain contrat TV ? Alors, depuis quelques années, on a des sources, j'ai pas de sources, mais du moins ce qui est murmure, ce qu'on entend, c'est que ce chiffre pourrait doubler, voire tripler. Ouais. Tripler, de ce que j'ai compris, c'est quand même un peu un rêve, mais que globalement, ça devrait quand même doubler. Pour quand même montrer pourquoi on s'attend à ce que ça double, c'est que la NFL avait renégocié ses contrats, ses droits TV il y a pas longtemps. Et alors, je sais plus quelle est la progression qu'ils avaient faite, mais en tout cas, ils sont rendus, je crois, ils étaient à 100 milliards sur 10 ans. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 10 milliards chaque année alors après, on dit 10 milliards chaque année. En réalité, c'est fait en palier, en escalier. Ça monte petit à petit, mais la moyenne, grosso modo, ça sera 10 milliards. 10 milliards, pour vous dire, c'est à peu près le chiffre d'affaires de la NBA, cette année, quoi. Donc, le chiffre d'affaires de toute la NBA, tous les trucs compris, c'est les droits TV nationaux, droits TV nationaux de la NFL, quoi. Oui. Donc, on peut se dire, c'est la NFL. Et la NFL, faut être honnête, c'est vraiment dans une classe à part, où si vous regardez chaque année, on voit des fois apparaître des infographies où quels sont les 50 meilleurs shows TV avec le plus d'audience de l'année. Sur les 50, ou alors je exagère, peut-être que c'est 20 ou 30, mais vous en avez, 80%, c'est des affiches de NFL, quoi. Je veux dire, c'est pas juste le Super Bowl, quoi. Vous avez ça, et après vous avez quelques shows politiques qui fonctionnent très bien aussi, quoi. Mais globalement, c'est sa meilleure audience. Mais la NFL est dans un monde à part, donc on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment un bon élément de comparaison avec la NBA? Mais je crois qu'il y avait aussi ces dernières années la Ligue de hockey, la NHL, qui avait renégocié ses contrats, qui elle est clairement, si on dit qu'il y a 4 grandes ligues sportives aux États-Unis, la NHL est quand même bien 4e dernière, et je crois qu'elle aussi avait plus ou moins doublé ses droits, quoi. Donc, ce qu'on peut s'attendre, et normalement, en fait, je pense que je sais pas si les chiffres pourraient tomber prochainement, parce que je crois que il y a une date de renégociation qui doit être dans 1 an pour les droits TV, mais bon, on sait que les acteurs sont en réalité déjà un peu en train de négocier en amont. Oui, parce que le contrat actuel prend fin saison 2024-25. Donc voilà, fin de Exactement. Saison 2025. Donc il y a encore un peu le temps, quoi. Il y a encore un peu le temps, mais on sait que les acteurs sont déjà en train de négocier. On peut voir dans les médias, quand on s'intéresse, qu'il y a déjà un peu des jeux de rumeurs contre rumeurs, quoi. Mais en tout cas, on va voir ce qu'il en est, mais s'attendre à ce que le chiffre, donc je crois que tu disais 27 milliards, mais je sais plus sur quelle durée. 2,7 milliards par an entre 2016 et 2025. Okay. Ouais.
Mais Et du coup, d'ailleurs, pour te dire aussi, la NFL, avant le contrat, donc à plus de 10 milliards par an, ils avaient signé en 2014 déjà à 5 milliards par an. Donc nous, on a vu que ça a explosé en 2016 à 2,7 et eux, ils étaient déjà à 5 en 2014 et là, ils pètent tout. Mais vas-y, excuse-moi, je mais t'en prie. en tout cas, non, c'était juste pour dire encore une fois, de ce que j'ai pu lire, autant triplé, ça paraît, même ça serait quelque chose qui serait trop proche de la NFL et tout, pas de réaliste. Mais on pourrait en tout cas s'attendre autour du fait que ça double, oui. Ouais. Mais alors du coup, j'ai une question, parce qu'on a quand même passé toute la première partie de l'émission à dire que les audiences étaient en baisse, de manière significative et pour plein de raisons. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que les droits TV vont augmenter alors que les audiences sont en baisse? Alors, il y a, en effet, hein, c'est le paradoxe et je pense il est assez évident pour tout le monde. Bon, déjà, quand on parle des droits TV, c'est la combinaison de ABC, ESPN, TNT. Donc, il n'y a pas que du câble là-dedans. Il y a différents acteurs en plus derrière, quoi. Mais oui, on voit en fait que les audiences chutent, que les abonnés chutent, et pourtant, ces mêmes acteurs seraient capables, sur les droits TV des sports, de faire quasiment du x2 à chaque fois pour retransmettre des choses qu'ils ont déjà dans leur catalogue en plus, quoi. Alors bon, s'ils le font, c'est on pourrait dire aussi, il y a des concurrents qui sont prêts à sauter sur l'occasion, quoi. Mais malgré tout, ces concurrents font face aux mêmes tendances, donc pourquoi eux aussi seraient capables de mettre de tels chiffres? La réalité, c'est que ce qui permet, on va dire, à tous ces acteurs, et là pour le coup les chaînes hertziennes font aussi un peu partie du lot, c'est que tout à l'heure on parlait d'un morcellement de l'offre, mais c'est aussi avec un morcellement, comme je disais, des médiums, différentes manières aujourd'hui de consommer de la vidéo, quoi. Et ben il y a aussi toute l'explosion entre-temps des replays et de choses qui vous obligent, et de plus en plus consomment aujourd'hui les contenus audiovisuels sans les regarder en direct. C'est vrai que toi comme moi, on a connu une époque où non, c'était telle heure, et si c'était pas telle heure, tu loupais l'épisode de ta série et c'était trop chiant, et peut-être qu'il repasserait à un autre moment où il fallait l'enregistrer avec le magnétoscope, et dans tous les cas c'était casse-pied. Oui. Moi, j'appelais mon grand-père pour qu'il enregistre sur cassette à l'époque. Sinon, c'était mort, sinon. Ouais. Et que c'était pas la bonne cassette qui avait écrasé un film. Bah, c'est toute une époque, quoi. Mais c'est vrai que bah, aujourd'hui, ça paraît des réflexes un peu incongrus parce qu'il y a toujours la possibilité de regarder en replay, quoi. Et en replay, bah, globalement, notamment les chaînes du câble, les grands acteurs hertziens, ils aiment moins bien parce que en termes de publicité, c'est un peu plus compliqué à vendre. Alors que il y a quand même donc ça, c'est quand je parlais du côté du replay, c'est un peu pour l'ensemble du contenu. Sauf qu'il y a deux exceptions. Il y a deux types de contenus qui, entre guillemets, vous obligent un peu ou gardent une bonne partie de leur saveur pour la majorité des gens s'ils sont consommés en direct. Le premier, c'est les actualités, c'est les news. Avec ce côté, bon bah oui, si vous le regardez une semaine après, le contenu vous paraît déjà périmé, c'est quand même plus drôle de regarder ce genre de choses si c'est pour savoir ce qui se passe vraiment. C'est une vue de l'esprit, mais qui est partagée par beaucoup de monde. Et pour les matchs, bah c'est un peu pareil, vous pouvez regarder en replay, mais pour beaucoup de monde, c'est assez inconcevable. Bon, faut dire qu'aux États-Unis, c'est un peu plus facile pour les horaires que pour la NBA qu'en Europe. Oui. Mais pour la majorité des gens, il faut regarder les choses en live, en direct, quoi. C'est un peu la grande force du sport, en fait. Hein. C'est un peu ça que le sport a par rapport à tous les autres contenus, les séries, les films, etc. Malgré le morcellement de l'offre, c'est que le direct en sport, ça reste quand même le truc principal. Et c'est peut-être ça qui aide aussi à survivre un peu mieux, peut-être. Exactement. Et c'est ce qui fait que un peu tous les contenus over the top, les OTT, et bon, Netflix ne retransmet pas de sport, mais on sent que d'autres acteurs commencent à s'y mettre petit à petit aussi de leur côté, quoi. On sait qu'Apple TV, par exemple, a acheté, je crois il y a pas longtemps, les droits de la MLS, avec de football aux États-Unis. Mais grosso modo, pour ce qui est du contenu et du direct, et les annonceurs aiment bien ce côté direct, sont prêts à payer plus,
et les gens sont prêts à payer aussi les abonnements pour voir les matchs en direct, et qu'entre guillemets, tous ces acteurs du câble et du hertzien se rendent compte en fait que sport et actualité, s'ils veulent garder en fait leur part de marché, leurs abonnés, ils sont obligés de garder ce contenu. J'ai fait la phrase tout à l'heure, mais pour le coup, c'est quasiment une question de vie ou de mort, en fait, aujourd'hui, vu le contexte actuel pour ces acteurs. Oui. Ils ne peuvent pas faire sans, quoi. C'est pour ça que, comme il y a concurrence, les offres, elles explosent un peu. C'est ça que tu nous dis. Exactement, oui. Les ligues sportives le savent très bien et essayent d'en récupérer le maximum d'argent possible, en se disant, au final, en plus, de plus en plus, votre contenu, c'est nous. Écoutez, battez-vous pour nos droits. Il y aura qu'un de vous parmi les chaînes hertziennes ou parmi les acteurs du câble qui pourra l'avoir. En plus, il y a tous ces nouveaux acteurs comme Amazon, Apple et compagnie qui sont un petit peu dans le coin et qui aimeraient prendre une petite part de marché. Donc, rajoute encore un élément de la concurrence pour le même contenu. Et ce qui fait que ces acteurs, alors, comme je dis, il y a un côté aussi important pour les publicitaires, pour les annonceurs, que les personnes consomment les publicités aussi en direct et tout. C'est peut-être plus facile aussi d'assommer de pubs sur un contenu en direct que sur un contenu en replay. Et globalement, c'est ce qui fait qu'on a ce paradoxe où on sent bien qu'on doit forcément, si le nombre d'abonnés baisse, alors vous pouvez augmenter vos droits d'abonnement, mais plus vous allez augmenter vos droits, plus vous risquez aussi de continuer la baisse des gens qui étaient abonnés à votre câble. C'est toujours ce jeu un peu compliqué, mais globalement, c'est les ligues sportives savent qu'elles ont cet avantage en tirant maximum de profit, et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les acteurs, les diffuseurs sont prêts à aligner l'argent, parce qu'encore une fois, il en va de leur survie, quoi. Oui. Donc ça, c'est un peu on a parlé un peu du contrat de TV national, ESPN et TNT. On ne sait pas d'ailleurs si ce sera toujours eux, pour le coup. Peut-être que NBC ou CBS vont revenir dans la partie. On verra ça. Mais du coup, il y a aussi un autre aspect que tu voulais aborder, c'est un peu les RSN. Qu'est-ce que c'est que ces fameux RSN ? On en a parlé, c'est ce qu'on a appelé les diffuseurs locaux, qui d'une certaine manière sont un peu en fait, on retrouve exactement les mêmes problématiques parce que le médium de ces RSN est souvent le même. C'est aussi le câble, c'est aussi le satellitaire. Vous payez des droits, vous payez un abonnement pour avoir accès à un bouquet de chaînes locales. Donc c'est Regional Service Network, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Qui va en fait retransmettre tous les matchs de votre équipe qui ne sont pas sur la chaîne nationale. Et en réalité, en fait, des RSN, c'est pas là en fait où vous aviez généralement le plus de profit à faire, parce que vous restiez en fait vous restez sur des audiences qui à chaque fois sont un peu régionales, et encore régionales, on pourrait presque dire métropolitaines quasiment. Vous n'avez pas une force de frappe nationale comme le reste, mais en même temps c'est le but du contenu. Mais du coup c'est un peu un domaine qui financièrement est déjà depuis un certain nombre d'années où c'est un petit peu compliqué, où il y a eu des rachats et puis des fusions, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas tant en réalité, malgré on pourrait se dire quasiment un acteur par région, par métropole. Non, en réalité c'est un peu comme les... D'ailleurs je crois qu'à la fin, je crois que c'est plus ou moins le même actionnaire sur tout ce qui est la presse écrite, toutes les presses écrites, on va dire un peu justement de tel endroit géographique, quoi. En réalité, tout ça est détenu par des sociétés finalement assez faibles, morcellement, on va dire, du nombre d'acteurs, mais à la fin des décisionnaires, des acteurs financiers qui au final sont assez faibles. Et c'est le cas notamment en NBA, où vous aviez, tu parlais justement de Bally Sports, qui en réalité était détenu par Diamond Sports, qui je crois étaient eux-mêmes détenus par Sinclair. Oui. Et rien qu'en fait cette entreprise,
J'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'il y a plus de 10 franchises NBA où les retransmissions du coup locales dépendaient en réalité de cet acteur, quoi. C'est ça, ouais, c'est 18 équipes qui étaient sur des 16 ou 18, pardon, je crois que j'ai noté peut-être le mauvais, mais sur Bally Sport, mais une majorité, sachant que par-ci par-là, il y a du NBC Sport Boston, par exemple, du NBC Sport Washington, je crois que Portland aussi, un truc un peu bizarre, mais on va dire que la majorité, c'était Fox Sport, en fait, avant, hein. Oui. Fox Sport qui a été racheté, slash changement de nom, Bally Sport, et qui donc a un peu fait faillite, enfin, pas un peu, a déclaré faire faillite en avril 2023, donc il n'y a pas longtemps. Il y a non seulement donc cette entreprise qui, alors en plus c'était pas que de la NBA, hein, c'était, C'est ça, ouais. je sais plus, alors il y avait sûrement de la MLB, je sais pas s'il y avait d'autres sports là, donc il y avait aussi du baseball, euh, et du coup qui a fait faillite. Alors faut faire attention, hein, de ce que j'ai compris, il y a différents types de faillites aux États-Unis et c'est pas forcément les mêmes lois que en France ou en Europe. Il y a des côtés un peu compliqués là-dessus et bref, des trucs en plus Oui. qui vont se finir aux tribunaux, donc sujet complexe dans le sujet complexe, quoi. Mais en fait, non seulement du coup il y a cet acteur qui a déclaré faillite, mais un autre acteur aussi qui était important, qui était Warner Bros. Discovery. Alors pareil, je sais pas le nombre de franchises et celles qui sont impactées, mais eux ils ont carrément dit bon en fait on se retire. Il y a pas assez d'argent à se faire là-dedans. On se retire, c'est terminé. C'est vrai que cette succession de ces deux acteurs majeurs des contrats TV locaux font que ça a un peu ébranlé un peu cet écosystème, et du coup avec même derrière des questions de pérennité et de savoir si à quel point en fait on peut faire même le lien entre ces cas régionaux et carrément les cas nationaux au final, quoi. Oui, parce qu'en plus, Bally Sport avait débarqué 2021, en printemps 2021, et donc à peine 2 ans plus tard, ils ont fait le même de Michael Scott, I declare bankruptcy, de The Office, bien sûr. Mais tu parlais aussi, c'est pour ça que tu parlais un peu de bulle, du coup, sur ce milieu qui est peut-être en train d'exploser, peut-être un système économique qui est pas viable, parce que c'est vrai ça on l'a pas dit non plus, mais il y a cette particularité, on l'a pas explicité, mais je pense que beaucoup le savent, tous les matchs ne sont pas sur de la TV nationale, contrairement d'ailleurs à la NFL, qui a tous les matchs de saison régulière sur la NFL, mais en même temps, il y en a moins. Mais c'est vrai qu'il y a cette particularité en NBA de la majorité des matchs sont en TV locale et le reste, c'est les grosses affiches de temps en temps, le mardi soir, le jeudi soir ou alors le dimanche sur ABC. Mais du coup, c'est vrai que si on a un peu ce système-là qui s'effondre, qu'est-ce qu'on a un peu comme solution ? Qu'est-ce qui peut arriver ? Est-ce que du coup, c'est le système des TV locales qui ne marche pas ? Est-ce qu'on se dirige du coup vers des services de streaming ? Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui commencent un peu à émerger ? C'est quoi un peu le futur de ce côté-là ? Déjà, à très court terme, il y a la question de faire, en fait, si on a ces deux acteurs qui se retirent, alors il y en a un qui se retire volontairement, l'autre peut-être moins volontairement, déjà à court terme, en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais. Et la réponse est toujours pas claire et n'est toujours pas tranchée. Il y a cette idée que globalement, on pourrait avoir une sorte de d'association de ligues sportives qui rachèterait ces entités et du coup diffuserait elle-même, on va dire, ce contenu. Alors, rachèterait, on va dire, les infrastructures existantes, quitte à ce que ça soit potentiellement moins intéressant économiquement, parce que si les acteurs qui étaient là avant n'arrivaient pas à faire profit, pourquoi elle arriverait? Mais bon, malgré tout, c'est elle avant qui recevait les droits. Donc, à quel point, en fait, il faut pas maintenir ces acteurs régionaux, quitte à diminuer les droits, et en fait, maintenant que c'est nous-mêmes qui diffusons, peut-être couper, essayer un peu à droite à gauche, mais en fait, on va recevoir moins de droits, mais entre avoir moins de droits et pas de droits du tout, parce qu'il y a plus personne qui est capable de leur transmettre, il faut peut-être quand même un petit peu, quoi. Ouais. Et il y a même, on va dire, certains acteurs qui ont commencé à prendre les devants et à réfléchir à des solutions tout autres. Le cas exemplaire, c'est celui des Suns, où alors je sais jamais prononcer correctement le nom du propriétaire, Matt Ishbia. Ishba, je crois. Ishba, ok, d'accord. Qui est très jeune, hein. Ouais, après les Suns, on va dire, faisaient partie, je crois,
des équipes qui étaient retransmises par Bally Sports, hein, Oui. et qui lui a dit, en fait, moi, je vais ramener ma propre solution. En fait, on sera diffusé en clair, en hertzien, par un acteur divers qui est vraiment à l'antenne, qui est vraiment, on va dire, côté vraiment local Phoenix, quoi. Et avec même une autre offre à côté, une offre du coup par internet, quoi, en streaming, avec et elle, on va dire que ça sera un abonnement, quoi. Mais l'idée, c'est on va essayer d'élargir notre base, parce qu'avant, vu qu'il fallait payer pour avoir le RSN en question, on pouvait viser que, je sais pas les chiffres en tête, mais que 50% de l'agglomération de Phoenix. Alors que là, quand on va passer avec du hertzien, en fait, on pourrait viser pas 100%, mais pas loin des 100%, on va dire, de l'agglomération. Donc, on peut vraiment élargir notre base. Et pour après essayer de faire une migration petit à petit vers des services de streaming ou de jouer sur le côté de recevoir, on va dire, quand même quelques revenus de par la pub. Et aussi le revenu des utilisateurs qui utiliseraient le streaming. Mais grosso modo, et je crois que le jazz a emprunté une logique un peu similaire, mais où les franchises deviendraient un peu... elles étaient déjà actrices de la manière dont elles négociaient leurs droits TV locaux, mais elles seraient plus actrices qu'avant, dans le sens où avant, de toute façon, il n'y avait pas 15 000 acteurs et le médium était toujours le même. Mais là, d'essayer de choisir, on va dire, des médiums différents, avec des tactiques différentes. Peut-être que certains feraient juste une offre streaming très chère, mais en misant sur le fait que tous les fans hardcore seront là et que si on va dire c'est $50 par mois, ils récupèrent $50 par tête, quoi. Ou des personnes qui se disent ouais non, on va dans un premier temps élargir notre base, on va peut-être perdre 10 millions par an sur les 4 prochaines années, mais entre-temps on aura été vu et diffusé par tout le monde dans l'agglomération, les gens viendront peut-être plus facilement au stade en se disant ouais en fait ça a l'air cool, j'ai vraiment accroché à l'équipe et tout, j'ai envie d'aller les voir en direct, puis si un jour le service revient ou passe en payant, je serai prêt à repayer derrière. Bref, des stratégies pour élargir un peu la base, quoi. Ouais. Oui, mais du coup, c'est un modèle assez différent, quoi, au final. C'est un modèle assez différent, mais en tout cas, qui est en train actuellement d'être emprunté par certaines franchises. Alors encore une fois, il y a de l'argent qui est en jeu, hein. Comme je dis, je pense que, alors peut-être pas pour les plus grosses agglomérations, mais en général, on doit parler de 10 millions, peut-être un peu moins. Donc c'est quand même pas rien. Après, c'est vrai que vous regardez aujourd'hui les bénéfices des franchises, 10 millions, c'est quand même une somme, mais c'est pas ce qui fait qu'elles vont passer de profitable dans le rouge, quoi, en déficit. Donc les franchises peuvent se permettre, dans les prochaines années, d'essayer, on va dire là-dessus, des stratégies différentes pour voir après ce qui marche, ce qui ne marche pas, et s'ajuster derrière. Mais voilà, donc à court terme, on voit des stratégies différentes. On voit encore une fois l'idée que les ligues sportives, donc la NBA globalement, la MLB globalement, pourraient, on va dire, racheter ces entités et pour continuer d'avoir cette diffusion, et peut-être qu'elles gagneraient moins d'argent, elles gagneraient sans doute moins d'argent, mais elles seraient actrices de ce modèle. Donc, et après, on peut imaginer encore plein de choses, mais on sent bien qu'en tout cas, du point de vue des TV locales, des retransmissions locales, agglomération par agglomération, on a une mutation qui est en train d'avoir lieu maintenant. Oui, mais ce dernier point là que tu t'as cité, ce serait un peu une petite révolution que les ligues sportives elles-mêmes détiennent les médias qui diffusent finalement les matchs. Chaque ligue sportive a déjà son média, hein. Il y a NFL Network, il y a le NBA TV, je crois qu'il y a MLB Network, mais c'est vrai que ce serait un peu une petite révolution. Et c'est vrai que j'arrive pas à, comment dire, ça me paraît assez inéluctable finalement que certains acteurs un peu de streaming s'invitent dans la danse finalement. Même nous en France, on voit qu'il y a Amazon sur le foot, Amazon sur le tennis. Voilà, le marché commence un peu à se déplacer là-dessus, si je peux le formuler comme ça. Mais oui, ça changerait pas mal de choses. Et du coup, question, est-ce que nous, à notre échelle un peu internationale, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur tout ce qui est League Pass ou ce genre de choses ? Je pense pas, parce que c'est une catégorie qui est à part, hein, vraiment. D'accord. En plus, je pense que
la Ligue est moins inquiète parce que elle sait que sa visibilité internationale est de plus en plus importante, hein, et que du coup, je pense que leurs droits TV là-dessus continuent de croître, mais je pense que globalement, par rapport aux chiffres d'affaires de la Ligue, j'ai pas les chiffres, hein, donc ce que j'avance, méfiance à prendre avec des pincettes, mais je pense que par exemple, c'est pas comparable aujourd'hui à la crise qui frappe les TV régionales, le Ouais. principe de retransmission régionale. Je pense que là-dessus, il y a en termes de part de chiffre d'affaires de la Ligue, dans les parts de revenus, c'est bien plus conséquent que ce qu'on peut voir à l'international. Donc, pour nous, globalement, et même en fait, dans tout ce qu'on vient de dire, on a toujours un peu ce sentiment que est-ce que ça devrait être important pour nous? Et bon, il y a toujours ce premier constat qui est de dire, au final, c'est juste savoir si les joueurs et les propriétaires vont se partager plus d'argent ou moins d'argent. Mais on peut pas non plus raisonner que comme ça, parce que la NBA, encore une fois, on l'a dit, ses droits TV, c'est un élément fondamental de ses revenus, de sa croissance et globalement même de son identité. Et on peut penser que s'il y a des changements majeurs qui doivent avoir lieu là-dessus, la NBA forcément s'adaptera aussi en prenant peut-être des décisions risquées et tout, et qui peuvent nous impacter en tant que fans. Tu parlais justement de la question du streaming, où on sent, hein, c'est quelque chose qui se rumeur pour le coup, pas pour le côté régional, mais pour le côté national, à quel point ça serait pas le moment pour la NBA de faire rentrer un acteur du streaming dans le jeu. Mais il faut imaginer que du coup, la NBA elle-même est en train de morceler son offre entre une partie qui serait sur le hertzien, parce que si vous voulez les finales, le plus gros pic en termes d'audience, ça restera toujours le hertzien aux États-Unis. Il faut quand même garder le câble parce que c'est aujourd'hui eux qui sont prêts à payer encore le plus cher pour avoir vos droits. Mais il faudrait aussi mettre une partie sur le streaming, et je sais pas à quel point la NBA ou les acteurs seraient prêts à avoir de la redondance. Et on peut imaginer aussi que si vous voulez vraiment suivre la NBA, vous voulez suivre les playoffs et tout, et avoir accès à la série que vous voulez, bah vous devriez avoir les trois de cumulés. C'est là en fait où arrive toute la mécanique et la stratégie auquel la NBA doit jouer. C'est un peu de savoir les choix qu'elle veut faire en termes de revenus. Donc vraiment essayer de maximiser toujours ses profits. Mais on voit avec les TV régionales que maximiser toujours ses profits, à court terme, c'est bien, mais c'est peut-être pas comprendre que vous faites partie d'un écosystème où vous pouvez pas, on va dire, toujours dépouiller l'acteur que vous avez à côté et sur lequel, en fait, vous fondez une grosse partie de votre business model sans voir la pérennité, quoi. Si les droits TV, par exemple, de la NBA doublent, mais, alors je pense pas que ça arrivera, mais que ESPN se casse la gueule, vous aurez récolté quoi au final, quoi? Pendant quelques années, vous aurez eu des bénéfices en or, mais après, vous devrez peut-être gérer une décroissance, une régression de votre chiffre d'affaires, chose que clairement la NBA forcément elle aime pas. Et comme je dis, si Adam Silver a un boulot, c'est que son boulot sera l'inverse. Mais même en fait dans le CBA et tout, il y a plein de choses où c'est une ligue qui est faite pour croître dans son fonctionnement interne, quoi. Oui, tu veux dire, il y a aussi une échelle plus large dans le business et dans les partenariats que simplement qui, à court terme, va me donner la plus grosse offre. C'est un peu d'ailleurs, si on fait le parallèle, un peu l'erreur qu'a fait la ligue de foot en France en donnant à la plus grosse offre qu'est Mediapro. Du coup, ils se sont fâchés avec Canal. Et du coup, quand Mediapro s'est cassé la gueule, la relation était pas top. Canal traîne les pieds depuis, etc. Bon, ça complique les choses. Donc, comme tu dis, peut-être que la NBA n'a pas intérêt du tout à ce que ESPN se casse la figure, en fait. Il y a cette approche qui est se dire, c'est pas juste notre viabilité économique à nous, mais c'est la viabilité économique de tout cet écosystème qui est franchement en train d'être bouleversé. J'ai vu passer il y a pas longtemps un graphe, je sais plus, désolé pour les sources, je sais plus d'où ça venait, mais qui montrait, on va dire, les profits des grandes entreprises du divertissement aux États-Unis. On voit Disney, Fox, Warner Bros, Paramount, et de voir à quel point entre 2013 et aujourd'hui,
pour certains de ces acteurs, les revenus ont complètement diminué, alors qu'avant c'était véritablement des colosses, et qu'aujourd'hui ces colosses, dans cet écosystème qui est bouleversé, ils sont plus dans la même situation qu'avant, aussi confortable, et ce qui était d'énormes bénéfices aujourd'hui ne le sont plus, et forcément ils sont obligés de faire des coupes à droite à gauche, quoi. Ouais. Donc il y a vraiment cette question où la NBA et les ligues sportives sont des acteurs majeurs, on l'a expliqué, de l'écosystème, et elles ne peuvent pas juste se limiter à savoir, comme tu disais, c'est l'analogie avec Media Pro est la bonne, quoi. Savoir qui à court terme peut filer le plus d'argent sans réfléchir au long terme. Donc il y a cette question, on va dire, vis-à-vis de l'écosystème économique. Mais après, il y a aussi la question pour la NBA en tant que telle je veux dire, on l'a dit, les chiffres d'audience sont en baisse, et il y a ce contexte, on va dire, plus large. Mais à quel point aussi à quel point aussi le produit, quand je dis que le produit doit se remettre en question, c'est pas au niveau des règles de ce qu'il propose, mais je reprends le terme tout à l'heure de taux de pénétration, c'est-à-dire à quel point la NBA est visible et accessible au reste, où ok, vous avez les réseaux sociaux et très accessible et tout pour la jeune génération, mais pour ce qui est du passage des réseaux sociaux au match, on sent que la transition, elle n'est pas automatique, et si votre produit, on va dire, devient de moins en moins visible, vous avez certes toujours le hertzien, et fondamentalement, à quel point passer sur Amazon et compagnie aujourd'hui, c'est vous rendre plus visible, c'est pas vraiment certain, quoi. Du coup, à quel point, là-dessus, il y a une question de stratégie, pareil, à court et moyen terme, ou à quel point est-ce que vous n'êtes pas prêt à des moments aussi à baisser vos revendications en termes de droits TV, mais pour adresser, on va dire, des publics qui sont plus larges, quoi, tout en essayant de garder une offre qui est cohérente. C'est ce que je disais, être à la fois sur le hertzien, le streaming et le câble. Si vous n'avez pas de redondance, y a des gens qui vont aussi vous le reprocher, quoi. Ou ok, c'est cool, en fait, je peux voir tel match, telle série, mais en fait, je peux pas voir la série suivante parce que c'est sur une autre chaîne et que j'ai pas l'abonnement. Et c'est là où on sent vraiment, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode, c'est de comprendre que on sent que on a un milieu qui est bouleversé, et que la NBA, en fait, va sans doute prendre maintenant, on va dire avec le cas des TV régionales, mais aussi avec le prochain contrat TV national, des éléments clés un peu pour son futur, dans la manière dont elle est vue et peut être vue. Et ça va être aussi intéressant de voir justement ces grands décisionnaires, et c'est ce que j'ai dit au début de l'émission, c'est si vous êtes commissionnaire, votre boulot à ne pas louper, c'est ces négociations-là. On voit en fait que la négociation est plus large que simplement récupérer beaucoup d'argent, et ça va être intéressant de voir les choix que vont faire la Ligue derrière. Oui, alors sachant que Adam Silver a failli partir, je ne sais pas, mais il était pressenti pour partir diriger Disney. Bon, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui dirige Disney, donc alors, honnêtement, il y a des rumeurs dans tous les sens. Ouais. Est-ce que NBC serait pas prêt à un retour de NBC? On a entendu un retour de CBS où ils referaient même venir, les deux feraient venir les musiques d'introduction qu'ils avaient à leurs époques. Ouais. Est-ce que fondamentalement la NBA, la NFL et la MLB ne s'associeraient pas pour devenir actionnaire majoritaire d'ESPN? Ce qu'on a dit à l'échelle régionale, voire à l'échelle nationale, du moins du câble. Honnêtement, ça part dans tous les sens. Moi, j'ai pas les connaissances pour dire ouais, là c'est carrément du bluff, ou ça c'est vraiment plausible. Les acteurs actuels ont tendance à dire oui, bon, c'est quand même vachement cher, est-ce qu'on va continuer? Bref, ça c'est comme une période de free agency en NBA, mais en pire, et en plus quand on n'a pas forcément tous les contextes derrière, on a juste l'impression que tout le monde joue ses cartes sans qu'on comprenne véritablement le jeu de poker qui est en train d'avoir lieu, mais on entend en tout cas un peu de tout en ce moment. Ouais. Sachant en plus qu'en ce moment, Disney va pas très bien, comme tu l'as dit. Et en plus, ESPN vire pas mal de monde, de gros salaires, très, très, très clairement. Ce qu'il faut dire, on l'a peut-être pas dit, mais ESPN, c'est Disney derrière. Oui, c'est ça, oui, pardon, oui, effectivement. Et du coup, il y a ce jeu-là où Disney a laissé passer les dirigeants de Disney ont plusieurs fois, alors c'est des sorties qu'on peut considérer volontaires, mais à quel point ça fait partie du jeu de bluff ou pas, mais dire oui, ESPN, est-ce qu'on y tient vraiment? Est-ce qu'on
est-ce qu'on dissocierait pas, parce que Disney a aussi son service de streaming, parce qu'on n'a pas parlé aussi de la streaming wars, où l'article explique assez bien, hein, où tous les acteurs ont voulu lancer leur équivalent de Netflix, et pour que ça marche, se sont lancés dans des paris particulièrement osés et tout, quoi, en migrant leurs contenus les plus attractifs sur ces plateformes de streaming. En les enlevant de Netflix, en fait. Hein. Ouais, mais en jouant, on va dire, un jeu cette guerre, mais où ils sont un peu en train de se tirer quelques balles dans le pied vis-à-vis de ce qu'était leur commerce et leur fonds de commerce historique, quoi. Donc il y a toutes ces guerres qui sont en train d'avoir lieu, et Disney, est partagé entre la mise en avant de Disney+, tous les fameux droits pour acquérir les Star Wars et compagnie qui ont acheté des sommes phénoménales et qui veulent rentabiliser. Et derrière, justement, on a des trucs sportifs comme ESPN qui rentrent dans la danse, sachant que Disney fait exactement partie des acteurs qui ont vu leur profit vraiment diminuer ces 10 dernières années. Donc voilà, c'est ce que j'entends par un écosystème qui est en plein bouleversement, parce qu'on sent qu'en tout cas ça bouge fort, que ça tape vraiment dans les gros sous, quoi. C'est que des acteurs qui brassaient beaucoup d'argent, on brasse beaucoup moins, et que ça va forcément quitter les actionnaires et compagnie. Il se passe beaucoup de choses, et ça serait étonnant que la NBA s'en sorte, on va dire, avec son navire au milieu de la tempête, en continuant son cap tranquillement et en augmentant ses revenus comme elle voudrait, sans qu'il y ait un peu de grosses vagues qui viennent un peu perturber le navire, quand même. Oui, effectivement. Sachant en plus que Disney est un peu préoccupé par un concept génial, tu sais, les remakes en live action des dessins animés. Ils ont un nouveau concept, c'est que ces remakes, ils vont faire des remakes de ces remakes, mais en dessin animé. Donc voilà, ils sont sur des idées absolument géniales. Écoute, j'en ai pas vu un seul et... Moi non plus. Moi non plus. Mais je m'attends à ça. Hein. Ils ont fait des remakes en style réaliste. Maintenant, ils vont faire des remakes de ça en dessin animé. Ça va être révolutionnaire. Mais du coup, il y a moins de temps pour s'occuper d'ESPN. On plaisante. Et évidemment, je voulais quand même citer, pour terminer, une phrase de Pat Riley que j'ai lue dans un des articles que tu m'as envoyé. Pat Riley qui dit « Keep the main thing the main thing ». Voilà. Je sais pas à quel point ça peut rentrer en compte dans ce sujet de la TV, le mode de consommation, qui est-ce qu'on cible et tout ça, mais c'est vrai que on arrive peut-être à un tournant économique, mais aussi du mode de consommation. Les matchs ne sont peut-être plus l'intérêt principal. Ça peut expliquer aussi en partie la chute de certaines audiences. Je ne sais pas. Mais voilà, on a fait un peu le tour, je pense. Tu me dis s'il nous reste un peu des choses importantes à dire. Il y aurait plein de choses à rajouter, mais je pense que les gens l'ont compris. Hein, c'est très facile de partir sur un sujet à droite ou à gauche. Mon conseil, c'est... je sais pas si tu mettras dans la description, mais alors malheureusement il est en anglais, on essaie d'aller lire l'article de Ben Thompson de Stratcherry. Je suis pas d'accord sur tout. Il fait une comparaison avec la Formule 1 et quelques points de vue à la fin où je trouve que ça tombe un peu dans de la vie très perso, quoi. Mais je trouve qu'il présente bien un peu justement tout cet écosystème qu'on est en train de décrire, qu'on a décrit, la chute des audiences, puis après toutes les questions un peu de stratégie entre est-ce que vous devez plutôt viser les super fans ou non, mais derrière en ordre de grandeur financièrement qu'est-ce que ça impacte. C'est intéressant, ça donne je trouve une bonne boîte à outils pour comprendre un peu tout cet environnement. Et voilà, j'espère qu'on n'aura pas été, comment dire, c'est pas un sujet qu'on maîtrise parfaitement bien, mais je pense qu'il y a des choses à apprendre, et comme je dis, c'est aussi présenter un contexte où si ça bouge dans les prochaines années, au moins là vous aurez quelques éléments de langage pour comprendre ce qui est en train de se passer, quoi. Pas éléments de langage, éléments tout court, pardon. En tout cas, ça donne des idées pour mettre le Basket Lab en format TV, hein, puisqu'il y a de tels droits et de telles sommes d'argent en jeu. On verra pour la suite. Mais en tout cas, merci beaucoup Antoine d'être venu en parler sur le Basket Lab. De rien, c'est moi qui ai poussé l'émission. J'espère que j'ai utilisé mon lobbying pour avoir droit à cette émission que j'espère que j'ai pas utilisé tout mon crédit là-dessus, quoi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde, mais non, en vérité, ça va.
Antoine est quand même très bon pour démocratiser ce genre de sujet. Et en plus, comme vous le voyez, nous ne sommes ni l'un ni l'autre experts dans le domaine. Hein. Antoine se renseigne beaucoup parce que ça l'intéresse, mais nous ne sommes pas experts. Donc, si vous avez des contributions, je le répète en fin de podcast, mais si vous y connaissez ou vous voulez en discuter, on se donne rendez-vous sur le Discord, évidemment. Et on accueillera vos commentaires, vos questions ou tout autre type de remarques avec plaisir. Et puis donc, je rappelle, si ce podcast vous a plu, et si vous avez un peu envie de compléter ce podcast-là, vous pouvez le faire avec l'épisode qu'on a fait pour décrypter un peu l'actu financière de NBA, l'état de la ligue, épisode 82 du Basket Lab, et sinon, le nouveau CBA qui a été signé, épisode numéro 112 du Basket Lab. Pour compléter un peu cette trilogie, Antoine, Antoine Tartrou. Et donc, nous de notre côté, très simplement, on va se retrouver lundi, comme tous les lundis, pour l'hebdo, semaine numéro 4. Donc, rendez-vous lundi, comme tous les lundis matins, pour l'hebdomadaire. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Antoine d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.